Parce que quand même, je connais beaucoup de personnes qui ont bien envie, mais il est quand même un peu difficile pour eux, compte tenu de leurs horaires, et où je prends pour certaines personnes que je connais qui ont des enfants. Quand, si madame est occupée aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas rester seuls à la... Je pense qu'on l'a perdu. Hein. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend maintenant, vas-y. Voilà. S'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour pouvoir surveiller les enfants, bon, ils pourront même pas se déplacer. Donc, ce que tu dis, c'est une très, très belle proposition. Je pense que ça sera quelque chose pour lequel il va falloir qu'on milite pour les prochaines années pour que la CEI puisse prendre ça en compte, quoi. Merci encore pour ta proposition, Daouda. Non, mais moi, ça, c'est une proposition. Et je pense que après ces élections-là, je pense que c'est le lieu, hein, il faut qu'on puisse commencer déjà dès maintenant, après les élections présidentielles, à partir de novembre, il faut qu'on commence à battre le pavé tous ensemble. Parce que moi, j'ai un prochain combat que je voudrais vous proposer et qu'on puisse mener ce combat-là ensemble. Kaza m'en avait parlé une fois, je ne sais pas si c'est Kaza ou si c'est LSK, c'est l'un des deux. Je pense que c'est très primordial. Aujourd'hui, on est en train de faire l'élection présidentielle. Mais pour tous ceux qui sont en Europe, il y a une question qui a posé véritablement problème lors de cette élection-là. C'est de faire en sorte que, avec l'élection des députés en décembre prochain, il faut qu'on parle de la question de l'article 58, du code de la nationalité. S'il faut l'alléger, s'il faut la modifier, je ne sais pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Au moins, il faut qu'on tranche. C'est pas, article 48, c'est quel mot? J'ai oublié même. Je ne sais pas si c'est 48 ou c'est quel mot. C'est l'article 48. Voilà. 48. Voilà, 48 là. Il faut qu'on se batte ensemble pour qu'une bonne fois pour toutes, nos députés puissent légiférer. Il faut que ceux qui vont être candidats là, ils disent qu'ils fassent la promesse à toutes les régions que ce débat-là va se mener. Parce que le débat de l'article 48 doit se mener. Soit on l'abroge, soit on la modifie, soit on dit on change rien. Mais au moins, une bonne fois pour toutes, quelqu'un ne viendra pas nous dire dans 5 ans, dans 10 ans, je n'étais pas au courant. Voilà. Mais je pense que nos parents, nos frères qui sont partis à l'étranger, se chercher, qui pour se chercher, qui pour étudier, qui est resté là-bas, il faille qu'on pense à eux. Parce que c'est vrai qu'ils ont pris notre nationalité, mais je pense que c'est pas pour autant qu'ils ont oublié le pays. On n'oublie pas ses racines. Voilà. Il faut créer un truc. Je pense qu'il y a quelque chose à créer. Je pense. Voilà. Après, on peut même dire que, oui, que si tu as pris notre nationalité, tu restes ivoirien, mais tu peux pas être candidat. Là, au moins, on est tous clairs là-dessus. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que chacun se prépare pour ce prochain combat. C'est Mister King, non? Toi qui fais des panels aussi, il faut que tu penses à faire des panels pour qu'on commence à faire ça ensemble. Voilà, il faut qu'on pense à ça. Ouais, merci. En fait, bon, je pense que moi, j'avais déjà fait, bon, moi, quand je fais des panels, c'est généralement des contenus juridiques. Et j'avais déjà fait une proposition sur cette histoire d'article 48 là. Parce que, bon, c'est vrai que c'est avec l'histoire de Thiam qu'on a beaucoup parlé de l'article 48, mais en réalité, bon, c'est une loi qui a été toujours appliquée, hein, voilà, faut le dire. Ça, c'est vraiment un truc. Moi, ma proposition, c'est que on modifie. Bon, on peut pas abroger, donc on peut pas annuler, on peut pas abroger totalement cet article-là, mais on modifie quand même l'article-là en mentionnant que tout Ivoirien, par exemple, qui décide de se faire naturaliser dans un pays étranger, doit impérativement se déclarer préalablement auprès des représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire dans le pays où il se trouve. Là, comme ça, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, on saura qu'il y a un Ivoirien qui a obtenu une nationalité étrangère, mais aussi il pourra conserver sa nationalité. Maintenant, pour ceux qui ne le font pas, par exemple, là, on va parler maintenant de perte automatique. Je connais un pays, par exemple, qui le fait, l'Allemagne, par exemple. Quand un Allemand veut se faire naturaliser dans un autre pays, hein, peu importe, il doit forcément le déclarer auprès des autorités compétentes. Maintenant, s'il ne le fait pas, qu'il va quand même se faire naturaliser, alors il perd la nationalité allemande. Voilà, là, comme ça va amener les gens quand même, non seulement ça va amener les gens à se déclarer, ce qui est très bon aussi pour la Côte d'Ivoire, de savoir au moins combien d'Ivoiriens sont à l'étranger, et aussi, ça va permettre, je vais dire, à l'autorité de savoir qui a pris la nationalité étrangère et qui n'a pas pris la nationalité étrangère. Voilà, donc donner la possibilité quand même à l'Ivoirien d'avoir, si vous voulez bien, la double nationalité. Mais parallèlement, il faut aussi sensibiliser nos frères ivoiriens, parce qu'il y a ça aussi. Je ne sais pas si tu es dans le domaine, mais tu sais que il y a un problème. Hein. Nous, quand on part à l'extérieur et puis on prend la nationalité des autres personnes, on applaudit. Voilà, on applaudit, on est content, on voit ça en une réussite. Mais chez nous, on est renfermé. Voilà, si on veut vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là, moi, je pense que ça doit être sur les deux côtés. Autant on applaudit une personne, par exemple, de se faire naturaliser
française, allemande, belge, autant aussi on ne devrait pas avoir mal si une personne se fait naturaliser, par exemple, ivoirien. Voilà. Moi, j'appelle ça l'équité. Voilà. Faut être quand même juste, quoi. Voilà. Par exemple, prenons le cas de notre grande sœur, Madame Rachel Keke, Madame Rachel qui est devenue française. Et voilà, elle est devenue députée, elle est même passée à la RTI, on l'a applaudi, c'était bien, c'était un exemple, un modèle. Même certains Ivoiriens ont dit, ah, mais c'est bien, il y a une grande sœur aussi, qui est en Allemagne, qui s'appelle Christelle Yobo, qui est dans le parti des démocrates. Il y a un aussi qui est au Canada, qui s'appelle Jean-François Kwame, quelque chose comme ça, qui se présente à des élections là-bas, et on a applaudi. Donc, parallèlement, de notre côté aussi, au cas où on a de tels cas, il faudrait que les gens soient vraiment totalement je vais dire, ouvert d'esprit pour qu'ils puissent accepter cela. Donc, c'est vraiment une très grande sensibilisation qu'on doit faire. Moi, personnellement, j'ai toujours commencé cela. Mon débat même initial, même, c'est le code de nationalité, la nationalité, c'est quoi exactement la nationalité, le contexte juridique expliqué. Voilà, faudrait que les gens sachent que, voilà, la nationalité et l'origine, c'est vraiment deux thèmes très, 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 très différents. Et puis voilà, comme ça, je pense que ça sera vraiment une phase de sensibilisation pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Ismo, toi, quel est ton avis sur cette affaire? Non, mais moi, je pense que c'était aussi mon opinion. Hein. J'avais déjà dit ça. Et j'avais même dit sur un panel que je suis fort, étant donné que même durant la campagne et tout, que ce sujet-là n'a pas été comme abordé un peu quand même, tu vois. Et j'étais quand même choqué parce que c'est un sujet qui a cristallisé quand même la politique, tu vois. Donc, normalement, quand un sujet cristallise le débat politique comme ça devient un enjeu national. Donc, que ce soit avant ou après les élections législatives, c'est tout dont on doit parler. Parce que ça concerne des centaines de milliers d'Ivoiriens à l'extérieur, vous voyez. Et la problématique, pour moi, c'est sûr que c'est un débat. Hein, c'est un débat qui doit se faire. Il n'y a pas de solution miracle parce que c'est assez complexe. C'est facile de donner une solution comme ça, mais c'est facile, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça que ça prend un débat. En démocratie, l'un des fondamentaux, c'est vraiment comme le débat. Le débat, la discussion, pour arriver à un consensus, à un compromis sur une question. Voilà. On a des gens qui veulent être président, je vais dire, du pays. Donc, c'est des gens qui doivent avoir un certain lien avec le pays. Est-ce que le président d'un pays peut avoir la double nationalité? Non. Est-ce qu'un citoyen lambda peut avoir la double nationalité? Oui. Vous voyez, mais dès lors que vous décidez de devenir, par exemple, peut-être député, ou peut-être député ou président de la République, peut-être qu'il va falloir renoncer à votre seconde nationalité ou à vos autres nationalités. Et je prends l'exemple du Canada, par exemple, le nouveau premier ministre qui est là, c'est quelqu'un qui avait deux nationalités européennes. Il avait deux nationalités européennes plus la nationalité canadienne, tu vois. Donc, il a dû... le Canada n'interdit pas ça, mais du point de vue moral, éthique, du point de vue tout ça, il est obligé de renoncer à ces nationalités-là pour diriger le Canada, parce que ça marche pas ensemble, déjà en partant, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres Canadiens peuvent avoir leur double nationalité, ça ne dérange en aucun cas. Mais quand tu veux diriger le pays, ben, c'est une nécessité, tu vois. Donc, souvent, on peut trouver des solutions simples, on peut trouver des solutions complexes. Avec aussi, il y a des citoyens aussi qui ont la double nationalité, mais qui sont impliqués d'une certaine façon dans un autre pays étranger. Par exemple, toi, tu es ivoirien et tu vis aux États-Unis, mais tu travailles pour le service des renseignements américains. Mais c'est sûr que si tu as la double nationalité, ben, ce n'est pas quelque chose que on pourrait accepter si jamais je sais pas si tu comprends. C'est pas que si jamais tu venais au pays et que en tant que citoyen, tu travailles, donc tu pourrais espionner ton propre pays pour un autre pays. Voilà. Donc il y a on peut mettre, il peut y avoir des alinéas, excusez, il peut y avoir comme des exceptions. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci. Moi, je voulais ajouter pour dire les députés là, effectivement. Hein. Mais le problème, c'est que dans le contexte politique ivoirien, bon, je sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais généralement, quand les députés viennent, pour venir, je vais dire quémander, si je veux pas abuser du terme, quémander la voix du peuple, certes, ils viennent en leur personne, mais ils viennent avec l'image de les leaders. Voilà. C'est pourquoi, généralement, en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, on a l'impression que après, quand on finit de les voter, on se sent abandonné. Parce qu'ils viennent avec l'image de les leaders. Un député du RHDP va venir à l'image du président Ouattara. On va le voter. Et puis bon, à un moment donné, on ne sait pas est-ce qu'il est là pour le peuple ou pas. Voilà. Donc ça, faudrait vraiment qu'on puisse interpeller les députés, puisque ce sont les législateurs, et qu'ils prennent vraiment toutes les mesures nécessaires pour que surtout l'article 48 soit beaucoup plus clarifié. Même, je pense même généralement le code de nationalité. Parce que moi, j'ai eu quand même la curiosité de lire un peu le code de nationalité dans son entièreté.
Il y a vraiment, vraiment pas mal de choses qu'il faut vraiment, je vais dire, corriger, peut-être voir rectifier. Mais ça, je pense que c'est la compétence du législateur. Et voilà, donc, deux pédales nous, on te suit, hein. Voilà. Tu fais ton palais, Mais on est non, là. moi, en Donc, tout cas, aussi, moi, je vais soulever le débat. Ça, c'est sûr et certain que je vais soulever le débat. Mais quand tu veux soulever ce type de débat-là, c'est un débat national. Donc, tu peux pouvoir lancer. Mais moi, je ne suis pas dans le truc du genre, comment on appelle ça? Genre le porter seul. Pour moi, le porter seul, là, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, je n'ai aucun intérêt dedans. Moi, je n'ai aucun intérêt dedans. Mais je me dis, aujourd'hui, tu as une voix. Donc, il faut que des gens aussi à l'étranger se disent que on doit mener ce combat-là. S'il faille même écrire, trouver des juristes ou écrire des propositions de loi pour qu'on fasse du lobbying, pour qu'au niveau des députés, là, on puisse mener le débat. Parce que vraiment, ce qu'on a vécu avec Tidjane Thiam, là, moi, je ne veux plus revivre ça, en fait. Je ne veux plus revivre ça. Parce que les gens ont fait croire que c'était lui seul. Or, il y a plein de personnes qui ont subi ça avant lui. Plein de personnes. Aujourd'hui, là, nos frères et sœurs s'exportent. Ils vont à l'étranger. Ils vont étudier. Ils ont des diplômes. Ils travaillent. Qu'on le veuille ou pas, c'est des gens qui peuvent apporter des choses au pays. Quand tu regardes le débat sur la toile qui s'est passé sur l'article 48 de Tidjane Thiam, il y a beaucoup de personnes qui sont en France, mais, ou bien aux États-Unis, mais qui ont perdu la nationalité ivoirienne. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont devenus, c'est vrai, ils sont américains, ils sont français, ils sont belges, mais dans l'âme, là, dans leur ADN, là, ils restent ivoiriens. Ils ont envie de revenir, mais on les bloque. Faut pas les bloquer pour ça, Joe. Moi, je pense que tout ce débat-là s'est soulevé. De base, généralement, ça n'a pas il y a pas de problème. C'est quand tu es devenu président que ça devient un problème. Donc, vraiment, on a qu'à écrire quelque chose. Donc, on a qu'à s'aider, nous tous, à mener ce débat-là, quoi. Et je pense que la députation, là, ça sera le premier levier. Le deuxième levier sur lequel vous devez aussi penser, ça c'est vous les gars de la diaspora qui pouvez mener ce combat-là. Faites en sorte d'avoir un député. Il faut qu'il y ait un député pour vous. Sérieusement. On ne pense pas à vous. Quand c'est présidentiel, on vous appelle. Mais quand c'est députation, on ne vous appelle pas. Ou bien quand, supposons même que mairie là, bon, on ne peut pas vous gérer des mairies. Mais au moins quelqu'un qui parle à votre nom, à l'hémicycle. Je pense que c'est un plaidoyer qu'on peut faire. Tu vois, pensez-y. Pensez-y, remuez les choses. Mais il faut qu'il y ait des précurseurs au niveau de la diaspora. Parce que ce n'est pas nous qui sommes au pays ici qui allons mener ce combat-là à votre place. Nous, on peut amplifier vos voix. Mais mettez ça dans votre programme. Voilà. Comme Obé, tu viens de monter, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à certains, parce que c'est pas où chacun se situe. D'abord, ça fait un bail que je suis monté sur ton panel et avec tout ce qui arrive là, j'ai pas eu le temps de te présenter mes condoléances. Donc avant de commencer, je te présente d'abord mes condoléances. Pense à toi, paix à l'âme de la maman, que le bon Dieu veille qu'il a paix dans son paradis. Donc, Amin, merci beaucoup. Ok, maintenant je vais entamer ce que je vais commencer par où tu as chuté parce que c'est à cause de ça même que je suis monté. C'est-à-dire qu'on parle. Il y a une chose qu'on ne voit pas dans l'hémicycle ivoirien, c'est la représentation de la diaspora. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la diaspora, venez investir dans un pays. C'est votre pays d'origine. Venez faire ça. Et ils n'ont même pas une représentation, que ce soit au Sénat ou bien au Parlement. Donc c'est un problème en fait. C'est-à-dire qu'il doit avoir des représentations dans les deux chambres. Le nombre de représentants, on peut en discuter en fonction de leur volume. On peut dire, la diaspora représente tel pourcentage d'Ivoiriens. Quand on compare à telle commune, par exemple, qui a 2, 3 ou 4 députés, donc on peut les donner 3. Maintenant, les 3, voilà comment ça va être fait, tout. Ça, on peut en discuter. Mais c'est une obligation, mais un devoir moral même qu'il soit vraiment dans cette liste-là et qu'il soit représenté. Ça, c'est normalement, c'est même pas à discuter, mais il faut que ça soit, ça doit être réel. Ça, normalement, c'est pas eux seuls-mêmes, même ceux-mêmes qui sont dans le pays comme nous, on doit dire non, on doit les représenter, on peut pas comme elle a dit, on peut pas demander tout ça à la diaspora, et puis ils n'ont pas de voix, au fait. La seule voix qui compte, c'est la présidentielle. À part la présidentielle, là, la démocratie ne se limite pas seulement qu'à la présidentielle, et les législatifs, et le Sénat, et tout ça. Tout ça aussi, c'est un point. Donc, il faut qu'ils soient représentés, pour qu'il y ait des gens qui parlent à leur nom. Par exemple, la loi de l'article 48 qu'on parle, s'il y avait vraiment un député qui les représentait, il allait essayer de porter ce message-là, au fait, dans l'hémicycle, pour dire, nous,
on veut aussi, voilà ce que nous on veut. On peut en discuter. Est-ce qu'un citoyen lambda peut avoir la double nationalité? Oui ou non? Si oui, il peut avoir la double nationalité. Est-ce que pour être présidentiable, on doit renoncer à sa double nationalité? Ou bien si on a pris une nationalité par, une autre nationalité par naturalisation, on a éliminé d'office? Oui ou pas? On va en discuter. Maintenant, on peut dire aussi non, mais tu ne peux pas. Mais si tu veux devenir président, il faut que pendant 2 ans, 3 ans comme ça, tu renonces d'abord à ta nationalité, tu réintègres chose, tu deviens ivoirien exclusif. Ça sont les choses qui peuvent être discutées, mais il faut que ça revienne sur le devant de la scène. Mais le plus gros problème qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est que les législatives et autres sont négligées par les gens. Les gens sont plus concentrés sur la présidentielle. Or, les législatives même sont plus chose. Je donne plus d'importance même moi aux législatives qu'au présidentiel. Mais le président, il va prendre tout. Mais celui qui gagne le législatif, celui qui gouverne en réalité dans notre système ici. Parce que le budget de l'État passe là-bas. S'il bloque le budget, le président ne peut pas travailler si on bloque le budget. On fait ça. Tout ce que la loi donne au président, c'est que c'est de dissoudre l'Assemblée et de reconvoquer encore une élection. S'il le fait, qui perd encore, il est dans un autre problème. Donc, les gens ne comprennent même pas. On a tellement dit à nos gens que c'est la présidentielle qui compte. Tout le monde est braqué sur la présidentielle. Quand la présidentielle passe, ils négligent tous les autres. Alors qu'il y a une importance là-bas qu'on ne voit même pas du tout. Il y a tellement de choses qu'on peut bloquer là-bas. Après, c'est venu se plaindre. Mr. Thinking l'a soulevé. Les gens dans la députation, ils votent plutôt par figure, par figure paternelle, au fait, on dire en griffe, c'est-à-dire que c'est Gbagbo, c'est Ado, c'est BD, Personnam et autres qui m'ont envoyé. Donc, ou bien il y a certains aussi qui passent d'autre côté, mais il y a certains qui font les indépendants et puis ils les gagnent. Mais les indépendants n'ont pas assez de poids. Malgré qu'ils sont représentés, mais n'ont pas assez de poids pour pouvoir contrecarrer les budgets de l'État. Et l'État essaie de les dénicher chaque fois pour venir vers chose. Dans le parti politique, essaie de les dénicher. Les partis politiques, ne pas seulement dire que c'est pas volé. RHDP, on voit sur tous essaient de dénicher les gars. Maintenant, pour chuter maintenant sur les élections. Au fait, Daouda a dit quelque chose. Moi, j'étais à Cocody. Et puis, il était dans la voiture, il riait. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est extrêmement correct. Moi-même, de base, j'étais là, à vote là, il a voté, il n'a pas voté, il ne voulait pas. Mais c'est le fait même que les gens ont commencé à dire non, on va nous empêcher de voter. Que moi, je me suis levé, il a pris mon truc, il a pris mon transfert sur la Cocody, aller voter, et puis il est revenu. Sinon, lui, il vote ici, il habite à Yopougon, par exemple. Lui, il vote jusqu'à Cocody. Il n'a même pas fait, quand on a fait truc de révision là, il n'a même pas fait de révision. Pour faire venir à côté, il y avait tout le temps. Mais je n'ai pas fait parce que j'étais pas trop, truc quoi. Mais c'est le fait que même les gens là, tous les opposants, ils ont commencé à parler, ils disent, bon, moi, ils ont en train de dire, on vous empêche d'aller voter, ils disent, bon, moi, il m'a voté. Et j'ai pris mon truc et ça, aller voter. Donc, il faut que les gens sachent qu'on est fatigué, au fait. On est au pays ici là, 1, 2, 3, ça, on est fatigué. On ne veut pas de crise. Si vous voulez faire des crises forcées, épargnez-nous. Après, c'est pas s'asseoir dans les bureaux climatisés, entre vous 4 là-bas, entre vous 5, et puis vous allez discuter, vous allez sortir, vous allez venir nous arrêter devant un micro. Non, on a parlé, on va faire des discussions, apaiser les cœurs. En ce moment, il y a les gens qui ont déjà, il y a les gens qui ont perdu choses, certains des membres, tout ça là. Ça servait à quoi? À cause de vos intérêts. C'est tout, en fait, c'est tout ce que moi je retiens. Merci beaucoup, je suis tout ça. Merci beaucoup à toi, Komobé. Et effectivement, comme je l'avais dit, beaucoup de personnes sont sorties ce matin, pas parce qu'ils avaient envie de voter. Moi, j'ai plein d'amis. J'ai un ami qui est parti, il s'est levé pour aller voter au 3 le matin. Là. Oh, il ne voulait pas voter. Il est parti, il dit non, de toute façon, il veut m'empêcher. Là, moi, il m'a voté. Khalil, est-ce que tu peux, je vais te descendre pour te changer de position parce que ce n'est pas ta position qui est là. Khalil, tu es là? Je suis là, bonsoir. Ok, je te descends et puis je t'envoie. Voilà, pour prendre notre position, pardon. Voilà. Ok, attends. Voilà, j'envoie à Khalil. Son invité, voilà. Maintenant, je t'envoie l'invitation, il faut la prendre. Et puis, tu vas prendre la parole maintenant. Voilà. Voilà, tu as la parole. Avant de commencer, est-ce que tu as voté? Mais évidemment, on peut demander s'il y a blanc en France, c'est pas possible. Oui. D'accord, je te laisse la parole. Après. D'accord. Ben, bonsoir. On est en train de parler des élections et puis en même temps, on a bifurqué. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les élections sont en train de se passer, on a bifurqué pour dire qu'après les élections, c'est la députation. Il va falloir que nos députés là, ils viennent s'asseoir avec nous pour qu'on discute de cette affaire de l'article 48. Il faut qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Si on doit la modifier tout et tout pour alléger pour nos frères qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent en Europe, il faut essayer de voir le cas. Parce que le cas là, c'est vrai qu'on ne veut pas en parler, mais ça existe. Ça, c'était le premier sous-sujet. Le troisième sous-sujet, c'est de penser aussi à avoir des représentants pour les gens de la diaspora. Est-ce que techniquement on peut en discuter, en débat, tout et tout, sa faisabilité, tout et tout, sa fiabilité, voilà. Donc en gros c'est de ça, on est en train de vraiment on discute comme ça quoi, de façon informelle sur la question. Il n'y a rien de formel. Donc je pense que tu as la quintessence des 3 sujets élection, article 48 et puis représentation des gens de la diaspora.
Merci infiniment, Daouda. Merci infiniment. Bon, je pense d'abord par te saluer toi-même d'abord. Saluer, bien sûr, les frères Expo les démocrates, Como, LSK, Mr. King, Sarah également qui vient de monter, et puis bien évidemment, Kadams. Bon, une fois que j'ai dit ça, je dis d'abord que l'élection, en tout cas, globalement, en tout cas, se passe très bien actuellement. Se passe très bien. J'ai fini de voter déjà autour de 10h, 11h. J'ai déjà fini. Je suis avec des amis tout à l'heure, donc voilà. Je viens à peine d'évacuer à la maison parce que, voilà, on s'est fait un petit tabac parti là tout à l'heure, on a fini. Donc, pour dire que tout roule, quoi, tout baigne, globalement, en tout cas, dans ma zone. Et d'ailleurs, avec le coup de fil que je reçois d'ici et là, donc, globalement, ça se passe bien, il n'y a pas d'hécatombe, il n'y a pas d'apocalypse en Côte d'Ivoire actuellement. Et Dieu soit loué, effectivement, plus de peur, plus de mal, plus de damachi que d'effectivité. Et donc, je vais d'abord, encore une fois, remercier le peuple ivoirien, le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui, à chaque élection, de plus en plus, démontre sa maturité politique. Et donc ça montre que la démocratie, quoi qu'on en dise, est en train de s'enraciner petit à petit dans l'esprit des Ivoiriens. Bien sûr, il y a quelques grabuges ici et là, comme partout, hein, comme que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, même aux USA, par moment. On a vu ça aussi avec les gens de Trump et autres. Il y a des saboteurs, mais je pense que leur cas sera réglé par la loi. Force doit rester à la loi. Voilà. Donc, bien sûr, je ne serais tenu, n'est-ce pas, cette première partie sans forcément, sans maintenir de façon respectueuse sur la dépouille, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont quittés, malheureusement. Oui, il y a eu quelques morts, je pense autour de 3 à 4 mois, 3 et 4 morts déjà. C'est vrai qu'un mort est toujours un mort de tout. C'est nettement loin des 3000 morts de 2010, des 87 morts ou 90 morts de 2020, c'est vrai. Mais un mort reste toujours un mort, donc on va toujours déplorer cela. Et bien sûr, je condamne également aussi l'acte terroriste qui a voulu que les gens ont essayé de commettre à Jacquesville. Parce que c'est quand même à reprouver que c'est un acte franchement odieux. Et donc j'espère que les instigateurs, les manipulateurs cachés derrière ceux qui ont voulu le faire seront arrêtés définitivement. Et j'espère qu'ils auront des peines d'inéligibilité allant au moins au-delà de 20 à 30 ans. Quand je viens de dire ça, je reviens maintenant sur le débat qu'il y a lieu sur l'article 48. Pour moi, est-ce qu'il faut oui ou non modifier l'article 48 tel qu'il est actuellement? Voilà, les avis sont partagés en tout cas, parce que la question fondamentale c'est de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens veulent que quelqu'un par exemple qui a passé tout son temps à se comporter comme étant un national, n'est-ce pas, de la France ou des USA, parce qu'il y a une élection, il débarque effectivement, il dit non, lui, il veut vous diriger. Quelle crédibilité accorder à un tel acteur qui veut accéder à la magistrature suprême? Est-ce qu'il faut, oui ou non, restreindre l'article seulement à la fonction présidentielle? Est-ce qu'il faut au contraire l'élargir par exemple avec un poste aussi stratégique comme le poste de députation? C'est un débat qui peut être mené, je pense, peut être mené. Maintenant, la démocratie, n'est-ce pas, va s'exprimer. Voilà. Donc pour l'instant, je ne serai forcément préjuger des conclusions de ce débat démocratique-là qui va avoir et qui doit avoir lieu. Voilà. Et donc, c'est ça, pour l'instant, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je vais écouter plus ou moins les avis des uns et des autres, n'est-ce pas, pour enrichir le débat. Et puis, au moment opportun, à l'instant des millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, je dirais, n'est-ce pas, voter, ou je vais du moins susciter mon député à aller dans un sens ou dans un autre. Quand j'ai dit ça, tout à l'heure, j'écoutais également aussi les propos tout à l'heure de mon frère Como, qui a fait aussi une très belle intervention, mais il y a eu quelques aspects que je voulais quand même rectifier. En Côte d'Ivoire, contrairement en France, le président de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, ne peut pas. Contrairement en France. Ça, et dire aussi que c'est vrai, on a besoin d'une bonne. Là où il a raison par contre, on a besoin aussi d'un forcément politique en fait, si vous voulez. Parce que les gens aussi, quand ils sont un peu analphabètes, c'est grave, mais quand ils sont semi-lettrés, encore c'est encore plus grave. Et donc pour éviter la manipulation et autres, il va falloir aussi enseigner, à l'instar du civisme, il faut enseigner également aussi aux écoliers, aux élèves dans le collège et autres là, comment se passe la démocratie vraiment, c'est quoi le vote. Voilà, les régimes politiques, bref, il va falloir une initiation à la politique. C'est quoi un député? C'est quoi son rôle? Quelles sont les prérogatives du Parlement ivoirien, du président de la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ses pouvoirs sont lesquels? Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc tout ça déjà, depuis le bas âge, je pense que si on instaure cela, depuis le bas âge, dans nos pays et en Côte d'Ivoire, ça pourra, pourquoi pas à terme, sur une génération bientôt, restreindre, n'est-ce pas, le champ de manipulation politicienne. Et donc, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs élections. Dès le mois de décembre, on va aller résolument vers les députations. C'est encore le lieu d'appeler les uns et les autres, n'est-ce pas, à faire de bons choix. À faire de bons choix et
appeler surtout ceux qui seront élus à garder et à maintenir le lien évident entre eux et les populations. Très souvent, on ne sait même pas où se trouve la permanence de nos députés. Quand ils sont élus, ils disparaissent. Pourtant, on leur donne l'espace sur des fonds pour aller voir les populations. Est-ce qu'ils vont vraiment voir les populations? À part seulement des week-ends qu'ils vont passer, mais est-ce que c'est... Bon, bref. Donc il faut aussi faire un débat là-dessus, réfléchir là-dessus, pour inciter à la vigilance, n'est-ce pas, des citoyens ivoiriens, pour qu'ils s'inscrivent vraiment résolument dans la politique, dans cette députation-là. Un député, c'est pas seulement un homme très joli. Un député, n'est-ce pas, a un pouvoir, c'est vrai, mais il a aussi des devoirs. Et donc, pour que les gens puissent comprendre la matière législative, c'est quoi vraiment les lois, propositions de loi, projets de loi, tout ça. Pour que les gens soient vraiment à même de bien juger en étant éclairés. Donc le débat pourra se poursuivre Daouda. Je pense qu'il peut se poursuivre effectivement ici ou ailleurs. Donc encore une fois, merci à beaucoup à toi et bravo à tous ceux qui contribuent nuit de jour à cela. Pour que la Côte d'Ivoire, plus nous sommes instruits, plus il y a de lumière, moins il y a d'obscurité. Oui, plus il y a de lumière, moins il y a d'obscurité. Et la meilleure, n'est-ce pas, des lumières, n'est-ce pas, c'est l'enseignement. L'enseignement, l'éducation. Et ce que nous faisons ici aussi participe aussi à cette éducation-là, Daouda. Voilà, donc merci beaucoup pour l'instant. Je viens d'arriver, donc je vais m'éteindre pour écouter les autres. Merci. Bon, Ismo, je te laisse gérer le panel. Voilà, LSK, il sait que lui, il est monté, il sait que lui, il a quelque chose à dire. Donc, Ismo, je te laisse dérouler. Il a fermé un peu les yeux et puis avec 18 heures, il m'a assisté au dépouillement des votes. Il est là, Ismo? Il s'est déplacé ou quoi? Bon, LSK, vas-y. LSK. Non, donne-moi 2 minutes, ils sont interpellés, quoi. C'est fini. Sarah Nou, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. D'accord. Là, on a changé de débat. On n'est plus sur l'élection maintenant. On est sur la partie des députés, article 48. Voilà. Bon, Khalil, je pense que lui, il est dans une autre dimension. Voilà. Mais moi, j'ai plutôt, Khalil, à la différence de toi, moi, j'ai une position plus ou moins tranchée sur la question parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, franchement, il est plus que nécessaire de regarder la situation de nos frères. Parce que le bout par lequel tu le prends, moi, je ne le prends pas par ce bout-là, en fait. Et que, quand tu dis que, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'étranger, qui s'est comporté comme tel, décide d'être, par exemple, le président de la République de notre pays? Bon. Si tu prends par ce bout-là, je pense qu'il y aura un biais méthodologique, en fait. Or, moi, je le prends dans un plus gros ensemble. Je prends par exemple le cas de Kaza, je prends le cas de Kadamse, je prends le cas de LSK, je prends le cas de Ismo, je prends le cas de Nord-Sud, des gens qui vivent là-bas, tout et tout, mais qui ont le cœur et l'esprit profondément attachés au pays. Je ne dis pas qu'ils ont pris nos nationalités, c'est pas ce que je dis, c'est un exemple que je prends. Tu vois? Qui vivent là-bas, ils travaillent là-bas. Mais malgré qu'ils sont là-bas, ils continuent à investir au pays. Tu vois? On peut pas tout leur fermer. Ils peuvent pas revenir dans leur propre pays quelque temps après, et puis on va leur dire que non, voilà, qu'ils ne sont plus ivoiriens, tout et tout. Donc voici mon postulat en fait. Je vais dire, est-ce que, parce que quand tu regardes l'article 48 dans son alinéa premier, tout Ivoirien qui volontairement prend une autre nationalité perd systématiquement celle, bon, je suis en train de paraphraser, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Est-ce qu'il ne faudrait pas modifier un peu cette loi-là, tu vois, pour dire que bon, si tu as pris une autre nationalité, en tout cas, il y a certains postes auxquels tu peux pas travailler, tu peux pas briguer. Voilà. Ouvrir le débat sur cette question-là. Et pour moi, ça c'est le premier débat qu'on doit pouvoir mener. Le deuxième, il faut le mener pas par le biais politique en fait, mais le mener par le biais vraiment de la citoyenneté. Et le deuxième débat, c'est qu'aujourd'hui, moi j'estime que les Ivoiriens de la diaspora, ils sont nombreux. Donc il faut leur trouver un représentant au Sénat, il faut leur trouver un représentant à l'hémicycle, qu'on appelle ça, oui, à l'Assemblée nationale, de sorte à ce que leur voix aussi soit prise en compte. On ne peut pas juste se contenter de la direction des Ivoiriens de l'extérieur. C'est vrai que c'est fait, mais on ne peut pas se contenter de ça. Khalil, vas-y. Khalil, tu peux gérer le panel. Moi, il y a sommet, moi, il est dormi. Il est dormi à 4 heures. Je suis au panel. Attends, il y a Khalil. Je suis là. Non, en fait, d'accord. Voilà. En fait, ce que je vais faire comprendre d'abord rapidement, là, tout à l'heure, là, tu as vu que j'ai ouvert le débat, je n'ai pas moi-même définitivement tranché en fait. J'avais un clin d'œil. Pourquoi j'ai fait ce clin d'œil là? C'est pourquoi? C'est parce que, à ma connaissance, l'article 48 dans l'Espagne n'avait jamais vraiment eu à
a touché un individu en Côte d'Ivoire, si ce n'était pas seulement que lors des législatives en 2011 et lors des présidentielles, on va dire, de 2025. Là. Ça vous dit que c'est un article là qui a arrêté. Répond à ce que tu veux me mettre. Puisque tout à l'heure, à dégoûter, tu as dit que tu n'es pas fermé contre le fait qu'on puisse dire simplement que celui qui devient, on va dire, japonais, étant à sa majorité, ne puisse pas avoir accès à certains postes. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est là même? Je suis là, je t'écoute. Hein. Voilà, voilà. Donc, si tu penses dans sur ce temps-là, on pourrait dire que bien sûr, c'est bien sûr le cas actuellement. Donc, peut-être que le débat, à mon avis, là, c'est un débat aussi qui est aussi un peu philosophique. Hein. Pour dire que. Parce qu'en réalité, là, c'est que c'est quoi? C'est qu'on peut aussi, pourquoi pas, supprimer l'article 48, là, supprimer dans le cours de la nationalité, le mettre dans la Constitution pour dire, par exemple, que oui, que n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Ou bien n'avoir jamais eu une autre nationalité, par exemple. Mais même là encore, on va encore écarter des gens. Même là encore, il y a besoin d'écarter encore. Parce que si on met ça, c'est quand même compliqué. Donc le débat que tu vois là, c'est un débat qui est quand même vaste, un débat qui est aussi important, c'est vrai, mais qui est très vaste, qui est philosophiquement là. Parce que chacun va tirer le bout de son côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'abord, parce que moi, ce que j'ai dans l'article 48, ça net, je le dis, c'est que il est un peu silencieux sur. Parce qu'il n'a pas imposé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'autres conditionnements pour la perte. La perte est systématique. Quand on dit l'article 48 et l'article 50 ensemble, la perte ici, elle est systématique. Alors qu'il y a plein de documents qui ont été donnés à la personne. Dans cette partie-là, est-ce qu'elle n'est pas trop injuste un peu? Ça dépend. Moi, j'estime que, je vais souhaiter, par exemple, que oui, un temps soit ouvert, par exemple, un délai, par exemple, pourquoi pas, pour dire que dans ce délai-là, par exemple, le monsieur qui a fait ça, il doit, par exemple, on va dire quoi, écrire à la Côte d'Ivoire pour dire oui, c'est vrai, je veux à l'instant, n'est-ce pas, de devenir japonais, mais je demeure toujours ivoirien. Donc, au moins, il y a par exemple, si tu veux une preuve d'espoir de sa bonne foi. Ça montre que ce monsieur, c'est vrai, il est devenu japonais, c'est vrai, mais il veut toujours garder le lien avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, cette conditionnalité-là, à mon sens, pourrait permettre, n'est-ce pas, de pouvoir évacuer ce problème-là, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez qu'on puisse aussi restreindre, n'est-ce pas, ça aussi, à la présidentielle, on peut le faire, ça dépend. Moi, en tout cas, ce qui me gêne, franchement, c'est que quelqu'un est à la fois deux nationalités, n'est-ce pas, en poche, et veut devenir président. Ça me gêne, par contre. Mais, du moment où il y renonce, n'est-ce pas, au moins 2 ou 3 ans avant, sinon 5 ans avant, moi, ça me va. Mais, pour moi, c'est-à-dire qu'à quelques mois n'est-ce pas, d'une élection, là, il est japonais, et puis tout d'un coup, il vient, et puis, n'est-ce pas, il y renonce, et automatiquement, il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est comme les Américains. Tu as beau être américain, c'est vrai, quand tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux pas être président chez eux. Ils savent pourquoi. C'est selon leur histoire, en fait. C'est selon leur histoire. Mais bien sûr que la Côte d'Ivoire a une autre histoire, c'est vrai qu'elle est différente, parce que notre Côte d'Ivoire, là, c'est un peu de brassage, un peu de mixité. Eux aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais très souvent, les peuples qui ont trop de brassage, là, ont peur justement de leur identité. C'est partout, c'est pareil partout. Là, il y a trop de brassage, c'est à la fois une richesse, mais aussi une crainte. Parce qu'on se dit que celui qui vient là, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas aussi toujours fidèle, n'est-ce pas, au pays, n'est-ce pas, il a vu naître. Dans cette crainte-là, c'est vrai, peut-être juguler aussi à terme, mais avec des lois, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on pourrait même juguler le pouvoir du président de la République de Côte d'Ivoire, par exemple. Donc tu vois, donc le débat peut être très vaste en fait. Le débat est très vaste, il est à la fois aussi philosophique, il est aussi ethnologique. Donc tu vois que donc, je suis un peu plus ou moins ouvert à tous les vents. Tous les vents. Je pense que le débat doit être posé au Parlement, pourquoi pas. Et puis on va trancher. Il y aura des sénateurs, des députés, des hommes de maturité. Tout va s'asseoir, n'est-ce pas, pour mener ce débat là, à mon avis. Et puis on va en tirer le meilleur, quoi, en fait. Maintenant, sur le fait que la diaspora ait aussi des représentants, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'actuellement il y en a déjà au Sénat ou pas? Je n'en sais rien. Il faudrait que je puisse lire le texte. Je n'ai pas encore fait cela pour l'instant. Mais je pense que pour l'instant, sur le président Alassane Ouattara, sans faire de politique, la diaspora est quand même fortement représentée. Quand tu regardes l'ASPR, tu regardes le Nassénéba, tu regardes même comment ça s'appelle là, Agramant Tissé. Plein de gens actuellement sont ici de la diaspora. Plein de gens qui sont autour de M. Ouattara sont ici de la diaspora. Nous, au contraire, nous qui sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on pense que il y avait trop de part belle, n'est-ce pas, à la diaspora. Au contraire, c'est le contraire même qui dit sur le plan local. Ceux qui sont ici avec nous disent que M. Ouattara avait trop la part belle à la diaspora. Est-ce vrai ou faux? Chacun y va de son commentaire, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est ensemble qu'on va faire la Côte d'Ivoire. Voilà, si quelqu'un est intelligent, qui est au Canada, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, devrait pouvoir s'en priver? Ça, c'est mon point de vue personnel à moi, en fait. Mais pour terminer, il y a bel et bien en Côte d'Ivoire un ressenti comme quoi les gens disent que M. Ouattara a fait trop la part belle selon eux aussi à la diaspora. Que ce soit les ministres, les directeurs, les diricabes. Tu vois? Donc, c'est aussi une bonne chose, en tout cas. C'est une bonne chose, à mon avis. Merci beaucoup. Merci, Daouda. Oui, LSK, tu as la parole. Khalil, au cas où Ismou n'est pas là, tu gères les échanges, vraiment. Il faut vous.
Je suis là, on va le faire ensemble, Daouda, je suis là. Ok, merci beaucoup. LSK, vas-y. Voilà, le gars, là, il est parti où encore? Ce Baoulé Djoula, là, même, il ne comprend pas. Hein. J'ai dit, Daouda, désolé, j'avais fait mon micro. Non, j'ai dit merci pour l'opportunité que tu donnes. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Mais pas plus qu'avant-hier, moi, on en parlait aussi, par rapport à ce qu'on s'était dit. Bon, moi, je vais commencer d'abord sur, je crois, le troisième volet, côté, il faut que la diaspora ait leurs représentants. Bon, je crois que, si je me trompe pas, hein, je crois qu'au niveau du Sénat, je sais pas, on dirait que le président, on avait nommé quelqu'un de la diaspora, je sais pas si je me trompe pas, c'était peut-être l'ancien ambassadeur Gomis, qui est décédé, je sais pas, pareil, je crois, il représentait la diaspora, au fait. Maintenant, si, dans ce cas-ci, on doit nommer la diaspora, soit il faudrait pas que ça soit une autorité, mais si ça doit être un citoyen résident de la diaspora, je crois que c'est possible parce que, bon, je crois le Sénégal, si je ne me trompe pas, je crois le Sénégal doit avoir un représentant parmi les députés au niveau du Sénégal, je pense. Bon, si on doit partir sur ce volet-là, si on doit demander aux gens de légiférer, bon, nous, je suis partant, hein, je suis d'accord que, parce que quand on regarde pendant les élections ici, il y a une forte taux de la diaspora qui vote. Ben, si on vote la diaspora vote au niveau de la présidentielle, pourquoi ne pas faire un clin d'œil de pas donner la possibilité aussi à la diaspora aussi d'avoir même si c'est un ou deux représentants, en fonction du nombre de citoyens dans les grands pays où il y a la masse, beaucoup d'Ivoiriens. Si il y a une possibilité, bon, on peut le faire. Bon, c'est quelque chose, ça c'est une bonne idée pour, comment dire, redynamiser notre politique, en fait. Maintenant, concernant j'ai écouté Khalil, Monsieur le Premier ministre, concernant l'article 48, bon, ce côté-là, il faut qu'on soit honnête. Hein. On dit le monde évolue. Beaucoup de choses évoluent et souvent on prend des lois en fonction de l'environnement qui se présente à nous. Parce que si je me rappelle, cet article 48-là, cette loi est restée dormante pendant des années. Et si je ne me trompe pas, je pense que quand on prenait cette loi-là, il n'y avait pas beaucoup d'Ivoiriens qui étaient dehors dans la diaspora. En son temps, il n'y avait pas beaucoup d'Ivoiriens qui étaient dehors. Mais depuis 86, depuis 90 jusqu'à maintenant, la diaspora ivoirienne est vraiment, on est en masse, au fait. Donc, si vraiment cette loi est restée dormante, ce n'est qu'en 2011 que ça a été appliqué, parce que quelqu'un était au courant, et en 2025, ça va être appliqué. Moi, je suis d'accord que dans tout ce, il doit y avoir des règles. S'il faut qu'on essaie de revoir cette loi pour dire oui, bon, on va essayer d'alléger, mais concernant les postes, celui qui veut être président, moi je suis d'accord que c'est le côté présidentiel là, je suis d'accord qu'on rend ça très dur parce que tu peux pas avoir ça et puis aller chercher à bénéficier à être président. Je suis d'accord avec Khalid, si quelqu'un veut le faire, mais il faut qu'on donne au moins un laps de temps, la personne doit au moins se désengager au moins 5 ans maximum pour prouver réellement que vraiment il a de l'attachement à ce pays-là. Ça, je suis d'accord pour ça. Mais comme mettre les règles pour dire non, si tu vas être président de la Côte d'Ivoire, il faut que tu sois complètement dégagé de ta nationalité, mais il faut le faire au maximum 5 ans avant. Au moins, ça va permettre, parce que dans tout chose, il faut filtrer les choses. Pour vraiment voir si vraiment ce citoyen-là, il tient vraiment au pays, s'il tient vraiment à la culture de ce pays, au fait. Parce que mine de rien, il y a beaucoup qui sont partis. 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais mis pied, d'autres même n'ont jamais cherché à aller au pays. Donc ça, c'est dans ce cas-là, moi je suis d'accord. Maintenant, pour les citoyens lambda, qu'on le dit, hein, pas pour dénigrer, bien pas pour exposer les choses, mais il faut qu'on soit honnête. Sur la majorité de la diaspora des Ivoiriens qui sont ici, vu que chacun veut, on est venu tous se chercher, honnêtement, on peut dire maximum 90% de chances ont essayé de faire quelque chose pour pouvoir juste s'intégrer dans ce pays. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient que quand les gens arrivent, vu leurs contraintes, ils sont obligés de pouvoir faire ce truc-là pour pouvoir au moins s'intégrer ou bien avoir un petit boulot, faire quelque chose pour au moins essayer de venir investir au pays. Parce que, comme Daouda l'a dit, hein, mine de rien, beaucoup de ces gars-là, beaucoup essaient d'investir au pays. Mais c'est parce qu'ils bossent ici qu'ils essaient d'aller investir au pays pour pouvoir peut-être trouver un petit emploi à nos jeunes frères qui sont là-bas. Donc, quelque part, ce côté-là, moi, je vais militer pour ça, pour qu'on essaie de voir, d'alléger ce côté-là pour permettre à certains, aux Ivoiriens qui sont venus de la diaspora, de pouvoir bénéficier de ce truc-là pour au moins s'insérer. Parce que, honnêtement, si on veut vraiment appliquer la loi, comme on le dit, honnêtement, il va y avoir beaucoup de dégâts. Mais ce qui me fait mal, c'est que
c'est nos députés, cette loi-là, ils étaient tous au courant. C'est en cela que souvent je me dis parfois, nos gars qui se prennent comme députés, ils ne vont pas pour la population, mais ils vont pour les poches au fait. Ils vont se battre pour juste avoir le salaire, mais quand tu regardes dans l'histoire des députés en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu, on sait pas, on peut compter le nombre de députés, qu'on dit députés même là, qui ont fait des projets de loi, que ce soit de l'opposition ou de parti au pouvoir. On peut compter le nombre de ces députés qui ont fait des lois, proposé des lois à l'Assemblée, qui a été voté ou bien pour dire non, on a proposé des lois au moins, mais ce n'est pas passé. Mais jamais du tout. Tout vient seulement de l'exécutif. C'est-à-dire que si ce n'est pas au niveau de la présidence ou bien des ministres, il n'y a aucun député qui fait cet effort-là. En ce moment, ils sont votés pour quoi? C'est pour ça que je dis pour moi, ils sont votés pour leur poche. Et hier, je l'ai dit sur un panel, j'ai dit, moi, dans la commune où je suis là, la dame qui est députée, ça fait près de 30 ans, 35 ans, elle est députée ici, Margaret Hutch. Mais cette dame-là, dans chaque quartier, elle a un cabinet, bien vrai qu'elle a son bureau, mais elle a un cabinet où elle fait le surgery, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, elle a un jour, chaque après-midi, dans chaque quartier, elle reçoit la population pour au moins s'imprégner, chacun vient expliquer son problème, ou bien chacun vient expliquer en fonction des réalités du pays, de son quartier, elle essaie de faire des propositions au sein du Parlement. Mais chez nous, là, nos députés, quand ils sont élus là, ils sont partis. Ils passent juste peut-être pendant les funérailles, ou bien juste ils attendent 5 ans après, quand pendant les élections arrivent, c'est là encore, ils viennent se gargariser pour encore voter moi. Il va falloir qu'à un moment donné, la population au moins essaie de se lever ce côté-là pour sanctionner ces députés qui ne sont pas impliqués dans leur quartier, dans leur ville, que dès qu'ils sont élus, ils abandonnent complètement leur vie. Ils sont assis à Abidjan en train de se pavaner à la gosse avec l'argent du contribuable sans contribution. Donc ce côté-là, sincèrement, je suis d'accord. Et pas, il y a beaucoup de citoyens qui le veulent, qu'on essaie de voir ce côté-là. S'il faut qu'on essaie de voir l'article 48, parce que vraiment, ça a été une loi vraiment très, très, très dormante, mais beaucoup de citoyens n'étaient pas au courant. Il a fallu, même en 2011, là, beaucoup de personnes ne savaient pas. Mais il a fallu que cette histoire des TIAM-là déclenche pour qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, tout le monde a pu avoir accès à ce truc-là. Donc, soit on peut l'incorporer soit au niveau de la Constitution, ou bien soit on peut l'incorporer au niveau de la nationalité, même s'il faut faire un référendum, bien soit le président prend un décret pour faire un truc, pour amender. Ça aussi, c'est une possibilité aussi. Donc, bon, c'est un peu ce que j'avais à dire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on aura le temps à chaque fois de trouver un moyen pour pouvoir faire ce genre de débat là-dessus, quoi. Khalil, c'est bon. D'accord, d'accord. Mais bon, je ne sais pas qui veut réagir, mais Ismo ou bien Ekaza. Ismo et Kaza. Bon. Je vais réagir si Kaza n'est pas prêt. Moi, ok. J'ai écouté Khalil, hein, puis j'ai écouté Daouda au début aussi, puis j'ai écouté plusieurs, j'ai écouté Leska et tout. Mais c'est sûr que moi, pour ce qui est de l'article 48, c'est sûr que c'est un gros débat, hein, et je le dis, c'est un gros débat qui doit se mener, qu'on le veuille ou non, là. Tout comme il y a plusieurs débats en Côte d'Ivoire qui doivent être menés aussi. Mais l'article 48, vu que ça a cristallisé le débat politique récent et tout, je pense qu'on est en droit de se pencher là-dessus, tout comme ça a été le cas du et, du ou et tout ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'une société évolue, vous voyez. Quand dans un carrefour, vous êtes capable de nombrer 10 accidents par jour ou 10 accidents par semaine, ou même 6 accidents par mois, c'est que si vous êtes intelligent, normalement, vous devez vous asseoir pour regarder. Et comment se fait-il qu'à ce carrefour-là, il y a tellement d'accidents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut corriger? Et tout, faire un diagnostic, apporter des solutions et tout. C'est pareil. Donc, on a eu cette problématique-là. Il faut s'interroger là-dessus. Il faut se questionner là-dessus. Maintenant, moi, pour ce qui est des députés de la diaspora et tout, je pense que c'est tout à fait légitime aussi, hein. Maintenant, il faut regarder le besoin réel. Il faut regarder quelle serait, je vais dire, la tâche de ce dernier-là, son rôle et tout, par rapport à la nation en tant que député. C'est sûr, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est bien. Maintenant, il faut l'encadrer, hein. Il faut être précis dans ce qu'on dit. Maintenant, pour les élections, je pense que je m'étais déjà prononcé là-dessus. Moi, je suis allé m'acquitter de mon droit de citoyen. Et pour moi, c'est une élection qui a permis aux Ivoiriens de choisir entre la pagaille et la paix et la stabilité. C'est-à-dire ceux qui ont décidé, par le bulletin de vote, de décider quelle voie ils veulent donner à leur pays. Ils veulent un pays stable, un pays qui se bat et continue sur la voie démocratique, ou un pays qui choisit la bagarre. Voilà. Je pense que la majorité des Ivoiriens, ça a été mon constat, qui sont sortis, ont choisi quand même la paix, la tranquillité, la stabilité. C'est vrai, ils estiment que peut-être c'est pas forcément parfait, mais on appelle ça la courbe d'apprentissage, hein. C'est progressivement qu'on y arrive. Et chaque pas qu'on dépose compte. Donc, ils ont décidé de garder les acquis qu'on a déjà par rapport aux expériences passées qu'on a connues de 2002, de 99 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont vu, ils ont appris.
Vous voyez, ils ont appris que, c'est vrai, le chaos n'arrange rien. Donc, il faut préserver ce qu'on a. Et puis, ben, les discussions peuvent toujours se faire. Les débats peuvent toujours se faire. Euh, voilà ce que les Ivoiriens ont choisi. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est très clair que, à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire amorce un virage important. Pour moi, il n'y a aucune crainte pour l'avenir. Je me dis, je n'ai pas peur pour l'avenir parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, ils ont beau critiquer le système démocratique ou tous les processus qu'on a chez nous. Quand on regarde autour de nous, où des gens ont confisqué le pouvoir et se maintiennent sans débat, sans partage, sans discussion et imposent leurs délits aux autres. Ils ont compris qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a ce débat politique là qu'est là. On a des élections, on a 5 candidats, on a une campagne, on a des médias où les opposants peuvent s'exprimer. On a un pays qui est quand même, qui accorde cette possibilité-là aux Ivoiriens où des leaders politiques peuvent donner des entrevues et dire ce qu'ils pensent de la gouvernance, dire ce qu'ils pensent de tout le processus. Vous voyez, c'est une liberté, c'est quelque chose qui est important, qui est très important d'ailleurs, et qu'il faut préserver. Sinon, au risque qu'un barbare confisque le pouvoir par la force des armes et se maintient et nous impose ses délits. Et ça, moi, en tant qu'Ivoirien, je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne m'imposer ses délits, c'est-à-dire les conneries qu'il a dans la tête. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je me dis oui, le débat est intéressant. Moi aussi, par rapport à ce que Daouda avait proposé, c'est sûr que ça, j'avais posé ça même à Thibaut Kwansela à l'époque, hein, quand il faisait ses campagnes sur le net et tout. Je l'ai monté sur son panel et puis j'avais posé la question par rapport au municipal. Parce que pour moi, c'est fondamental et c'est important qu'on essaie de détacher les partis politiques à l'échelle nationale, c'est-à-dire le PDCI, RHDP, FPI et tout ça, qui veulent briguer la présidence ou encore les législatives. Je veux qu'on les détache des partis municipaux. Voilà. Ça, pour moi, ce serait une innovation, c'est-à-dire au municipal, pas qui est pas des partis PDCI, qui est pas des partis RHDP, qui est pas des partis FPI ni PPAC au municipal. Faut qu'il y ait seulement des partis municipaux, c'est-à-dire Vision, Abidjan, je sais pas moi, je veux dire amélioration, Yopougon. Il peut y avoir plusieurs petits partis les municipalités doivent être gérées par les citoyens. Vous voyez, par les citoyens. On doit les séparer des partis politiques. Ça, c'est ma vision à moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de présenter depuis très longtemps d'ailleurs, mais je sais que peut-être notre contexte n'est pas propice à ça, mais c'est quelque chose qui va aider à décrisper le climat politique. Ça va aider aussi à faire cette séparation-là des villes, des municipalités. Par exemple, on va dire telle commune c'est Abobo, Abobo c'est RDP, Yopougon c'est Bagbo, Cocody c'est Poussi. Ça va nous enlever tout ça et ça va contribuer aussi à une certaine paix en Côte d'Ivoire parce que il faut détacher tout ça là. Il faut laisser les citoyens gérer les municipalités. Ça c'est un quatrième point que moi je pourrais rajouter aux 3 points que Daouda avait énumérés. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci et bonjour à ceux qui viennent de nos régions, Kaza et tout le monde. Et Khalil aussi, je ne dirais pas dire bonjour. Bonjour à tout le monde. D'accord. Non, Kaza, pas de bonjour. En fait, ça tombe de parler tout à l'heure. Donc, on arrive à toi. Ça tombe la parole tout à l'heure, la main. Je veux juste avoir une précision pour dire que, je ne vais pas encore vérifier, mais selon l'article 87, alinéa 1 de la Constitution de Côte d'Ivoire de novembre 2016, il est écrit que, il est écrit que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc, les sénateurs sont élus pour 2 tiers au suffrage universel indirect, 1 tiers des suffrages désignés par le président. Parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs et professionnels et sociaux. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Donc, ça dit que parmi les sénateurs, il y a forcément des gens qui sont aussi n'est-ce pas, censés être, n'est-ce pas, de la diaspora. Maintenant, il y a combien de sénateurs actuellement? Des sénateurs ivoiriens, n'est-ce pas, de la diaspora. Bon, ça, peut-être qu'il faudra peut-être encore chercher. Diaspora, peut-être, attendez, hein, je ne sais pas si je peux taper rapidement, voir, je ne sais pas. Pour voir aussi éclaircir le débat. Maintenant, si on veut que non, ils ne sont pas des sénateurs, ils sont aussi en même temps des députés. Bon, il faudrait aussi réfléchir à cela aussi. Voilà. Donc, je pense que nous avons prévu cela depuis 2016. Voilà, donc, article 87, alinéa 1 de la Constitution de Côte d'Ivoire, de novembre 2016. Je voudrais faire intervenir là-dedans le fait que les Ivoiriens qui sont les sénateurs puissent être représentés au Parlement. Maintenant, ils sont combien de sénateurs exactement? Bon, je n'arrive pas à voilà, donc, il y a un problème de connexion là. Donc je vais essayer d'avoir leur nom et leur nom aussi, pour pouvoir aussi enrichir le débat, quoi. Voilà. Kaza, vas-y. Bonsoir à toi, frère. Bonsoir à tous. Comment tu vas, Khalil? J'espère que tu allais voter. Bien sûr. Ok, très bien. Bon,
Alors, moi j'étais là, je vous écoutais, hein, j'étais un peu occupé, j'accompagnais madame à l'aéroport, bon, on vient de finir, là, elle est partie, donc, mais j'écoutais quand même, hein, j'ai essayé d'écouter quand même. Il y a 3 points sur lesquels je voulais intervenir. C'est le dernier point de Ismo. Ça va être un peu compliqué selon moi. L'idée est bonne, hein, mais est-ce que la gestion d'une mairie, d'une municipalité de gauche est pareille que la gestion d'une municipalité de droite? Voilà, tu dis il n'y a pas de parti politique. Bon, tu souhaites qu'il n'y ait pas de parti politique au niveau des municipalités. Ça va être, selon moi, ça va être compliqué. Parce que moi, je prends l'exemple de Bordeaux, hein. Alain Juppé, qui est de droite, avait géré la ville de Bordeaux pendant des années, tout à l'unanimité. On reconnaît qu'il a vraiment bossé pour la ville. Il était la preuve. Aux dernières élections, il a été, avant de quitter la mairie pour aller au Conseil constitutionnel, il a été élu dès le premier tour avec 54 ou bien 52%, je ne me rappelle plus. Et on a confié la mairie à des écolos, voilà, de gauche, la gauche pure, voilà, qui font vraiment, de mon point de vue, de n'importe quoi. Ils coupent, voilà, ils enlèvent les arbres de Noël, bon, des trucs assez symboliques, bon, mais voilà. Donc ça, sur ce plan-là, moi, je crois que ça va être un peu compliqué parce que c'est pas la même, les partis politiques n'ont pas les mêmes idéologies. Donc du coup, est-ce que la gestion va être pareille? Bon, ça, il faut le voir. Maintenant, le deuxième point, c'est par rapport, quelqu'un a proposé qu'il y ait des députés pour la diaspora. Ouais, par exemple, hein, au Gabon, ça n'existait pas. Et quand Olingi est arrivé, il a introduit ça, qu'il y ait des représentants des gens de la diaspora. En France, ça existe. Hein, eux, ils ont scindé ça en 5 parties, je crois, 4, là, je crois, il y a l'Asie, Amérique latine, etc., etc., etc. Moi, je crois que c'est une bonne idée. Bon, Khalil nous dit que les sénateurs représentent. Bon, ça va soulever un vieux débat qu'il y a eu entre lui et moi. Voilà, c'est-à-dire que les sénateurs, moi je n'ai pas voté de sénateur, pourtant je suis dans la diaspora, je n'ai pas souvenir d'avoir voté un sénateur, donc moi je ne me sens pas représenté par un sénateur qui est nommé par le président de la République. Voilà, tout le monde a eu ce débat-là, donc moi je crois que c'est une bonne chose. Voilà, les autres pays le font, il faut que nous, les gens de la diaspora, on ait aussi une représentation, parce que bon, on a tendance à vouloir nous écarter, mais honnêtement, on participe quand même un peu à la vie économique du pays. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc moi je crois que c'est une très bonne idée. Et mon troisième et dernier point, c'est sur la nationalité. Sur cette histoire de double nationalité. Bon, je suis en partie d'accord avec Khalil que bon, il faut modifier la loi pour dire que voilà, celui qui prend une autre nationalité, il déclare son attachement toujours à la Côte d'Ivoire. Mais par contre, demander à quelqu'un de se défaire de sa nationalité 3 ans ou bien 5 ans avant, moi je trouve que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, pourquoi? C'est-à-dire, le gars, il a un poste de responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, quand tu es français, moi je ne le suis pas, hein, mes enfants sont français, moi non, c'est un choix, voilà. Alors, tu as plus de facilité en tant que Français de travailler dans toute l'Union européenne. Et par rapport à ça, tu as des postes. Alors, on va demander à quelqu'un de se défaire de cette nationalité-là 3 ans avant, 5 ans avant. Donc, ça suppose quoi? Ça veut dire quoi? Il est au chômage pendant ces 3 ans ou quelles sont les garanties en fait? C'est ce qui me gêne un peu dans la proposition de mon frère Khalil. Voilà. Bon, tu vas me dire que s'il veut vraiment être président, faut qu'il vienne se préparer. Bon, quand il va dire qu'il s'est sacrifié, toi, le même Khalil, tu vas monter sur les panels pour dire non, le gars dit il s'est sacrifié pour la nation. Je rigole parce que je sais que toi-même tu rigoles où tu es aussi. Donc, le mec va dire je me suis sacrifié. Non, moi je crois que 3 ans c'est trop. Peut-être, à la limite, on va couper la poire en deux. Peut-être 1 an, voilà, 1 an, on peut venir préparer une campagne électorale pendant 1 an. Voilà, le mec il laisse tomber sa nationalité, l'autre nationalité, et puis vient préparer sa campagne. S'il a perdu, voilà, il retourne à ses occupations, ou bien bon, il fait ce qu'il a fait. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps par rapport à tout ce que j'ai écouté. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas entendues parce que j'enlevais mes écouteurs de temps en temps pour discuter, et puis bon. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire, Khalid. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci à toi, Ismo. Oui, merci beaucoup, Kazaya. Ismo qui avait une motion pour toi là.
Donc peut-être après l'idée, j'ai réagi aussi après. Toi aussi, évidemment, tu as une motion pour moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après Ismo. Non, mais moi, j'ai écouté Kaza par rapport à, je lui ai dit, on a toujours tendance à ramener ça, par exemple, les partis politiques, les conceptions de gauche, de droite et tout ça. Je lui ai dit, c'est pas des choses qui sont... je lui ai dit, quand tu gères une mairie, le rôle des maires, c'est quoi? C'est de développer sa ville. Vous voyez? Voilà, tu n'es pas obligé d'être attaché à un parti politique ou d'être de gauche ou de droite et tout. Mais tu peux être quelqu'un qui travaille toujours dans l'intérêt de ta ville, de ta communauté. Qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que tu dois attirer les investisseurs? Est-ce que tu dois être proche des milieux d'affaires? Voilà tout ce qu'on demande. C'est comment faire évoluer la ville, tu vois? Peu importe que ce soit de gauche ou de droite idéologiquement, mais c'est pas de cela qu'il va s'agir dans la gestion. Et peu importe ce que tu feras, ce sont les citoyens qui auront le dernier mot. S'ils estiment que ton mandat de 5 ans a été correct pour eux et que tu as attiré assez d'investisseurs qui sont venus, qui ont investi dans la ville et que la ville a été développée et que tu as mis des infrastructures et que tu as essayé vraiment comme de hisser ta ville au sommet de presque toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est ce que tes concitoyens, c'est ce que ta communauté, c'est ce qu'ils vont regarder pour te voter la prochaine fois ou pour te défaire la prochaine fois. Donc, on n'a pas besoin d'être PDCI, d'être PPACI, non, on n'a pas besoin de ça. Le citoyen lui-même peut dire que le jour du vote présidentiel, en tant que maire, pas en tant que maire, mais en tant que citoyen, je vais voter PPACI. Mais il n'est pas en train de gérer la commune de Yopougon comme étant PPACI ou encore la commune d'Abobo comme étant RHDP. Non. Et c'est des partis qui vont se créer à part. C'est-à-dire à Bobo, par exemple, on pourrait avoir peut-être 5 partis au niveau municipal et qui vont avoir leur propre vision de ce qu'ils veulent apporter comme modernisation, comme commodité, comme infrastructure, comme est-ce qu'ils vont baisser les taxes à Abobo, est-ce qu'ils vont augmenter les taxes? Ils vont gérer ça. Et toi, tu peux le faire, moi, je peux le faire, Khalil peut le faire, vous voyez? Mais cette façon de dire, cette commune-là, c'est RHDP, cette commune-là, c'est pour Babo, cette commune-là, c'est pour Simon Babo, tout ça, ça contribue à créer, à nourrir cette animosité-là. Moi, quand je propose cette solution-là, c'est pour qu'on sorte de ça, parce que ça hésite ailleurs. Moi, là où je suis, là, il y a aucun parti. Quand je dis il y a aucun parti, au niveau municipal, il y a plusieurs villes. Vous avez Montréal, Québec, vous avez Toronto, vous avez toutes ces villes-là. Mais c'est des partis qui sont gérés par des personnes. Genre, tu peux être un homme d'affaires qui décide de venir en politique municipale et tu crées ton mouvement. Tu crées, par exemple, le mouvement rénovation, restauration, par exemple, Yopougon. Tu peux dignité Yopougon. Et tu crées. C'est tout. Ça n'a aucun lien avec les autres. Vous voyez? Et si on veut aller vers cette forme de démocratie apaisée, là, c'est ce que ça prend. Ça prend ça. Pour moi, ça prend ça. Ça prend qu'on sorte de ce spectre-là. On sorte de là. On sort. Je dis, par exemple, l'Ouest, le Nord. Non. Non. Vous allez voir que les choses vont changer. Les députés, ça c'est normal parce que les députés, ils viennent pour soutenir des projets de loi, des projets de développement de celui qui va gouverner. Donc l'opposition est ici là pour combattre. Mais pour tous ces comptes municipaux, pour moi, il serait temps qu'on réfléchisse un peu à casser tout ça, qu'on sorte de là. Voilà. Donc ça, pour moi, hein, gauche, droite, centre et tout ça, je vais dire, la population va décider. C'est tout. Non, Ismo, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec toi. Quand tu as des gens du PPACI qui passent le temps à te dire que c'est pas Boutron, on mange, et que tu as le choix entre dans une commune où pour avoir accès à l'école, on passe sur des routes cabossées, pour avoir accès à l'hôpital, les routes sont cabossées, je préfère dans ce cas-là confier la gestion de cette mairie-là à un gars du RHDP. Voilà. Quand la gauche, par exemple, la gauche qui veut distribuer la richesse qu'elle ne crée pas, elle ne crée pas. Il y a forcément une différence d'une gestion de mairie par une gauche que par la droite. Donc il faut identifier. Moi, honnêtement, moi je pense que ton idée elle est bonne seulement si les gens sont de bonne foi. Mais tu sais très bien, tu as participé à des débats. Les gens seront jamais de bonne foi pour dire non. Ils sont contre quelque chose, ils sont pour quelque chose aujourd'hui. Demain, les mêmes personnes sont contre la même chose. Moi, je crois qu'il faut identifier les gens dès le départ pour que les citoyens sachent qu'ils ont confié leur mairie au PPACI. Si 5 ans après le PPACI n'a rien foutu, on les dégage, on met une autre personne. Moi, vouloir confier la mairie, parce que ce que tu es en train de proposer, c'est une sorte de société civile. Confier la gestion des mairies à des sociétés civiles. Les sociétés civiles, à chaque fois en Côte d'Ivoire, à la fin, on s'en rend compte qu'ils ont un penchant pour un parti politique. Donc, ça va être totalement hypocrite dès le départ. Et puis, à la fin, on va s'en rendre compte que ces gens-là, ils travaillent pour le PDCI, ou bien ils travaillent pour le PPACI, ou bien ils travaillent pour le RHDP.
Première des choses. Deuxième des choses, ce que je vais dire, hein, ce n'est pas normal, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'État central aura tendance à s'occuper des mairies qui sont de son bord. C'est pas juste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, ton idée est bonne, mais moi, je dis qu'en Côte d'Ivoire, ça, à mon avis, ça pourrait pas marcher, honnêtement. Merci. Ok, Parce que les autres en pensent. Khalid, 30 secondes. Ismo, Oui. Ismo, honnêtement, je vous suis, c'est vrai, mais je ne comprends pas bien le débat, en fait. Donc, je veux que tu puisses préciser ta pensée. C'est-à-dire que tu veux quoi de manière concrète? Voilà. Tu veux qu'on puisse interdire les partis politiques participants municipales? Non, non. Ce que je veux, c'est que les partis à l'échelle nationale qui veulent briguer, par exemple, la présidentielle et les législatives, qui sont la gouvernance même de l'État. Pour moi, c'est des partis PDCI, RHDP, PPACI, FPI, GPS, tout ce que vous voulez là. Eux, c'est leur domaine de compétence. Point final. Si je prends le cas de la commune, par exemple, de Cocody. Toi, Khalil, tu veux être maire de Cocody. Et on crée ce qu'on appelle les partis municipaux, qui n'ont rien à voir avec le parti au pouvoir, l'opposition et tout ça. Toi, tu crées, par exemple, un exemple, hein, tout bête. Excuse-moi. Non, attends. C'est partis municipaux là. Ça va être une loi, en fait, c'est ça? Une loi. Oui, justement. Les partis municipaux, ça va être une loi. C'est un souhait de ta part, ou c'est une loi que tu veux qu'on mette dans nos décisions? Une loi même. Ben, c'est une modification pour pouvoir réguler tout ça. Une loi qui va statuer que les partis politiques à l'échelle municipale n'ont aucun lien. C'est-à-dire que, je vais dire, le RHDP, par exemple, peut pas venir représenter un candidat RHDP à Abobo. Non. Il n'aura pas de candidat FPI à Yopougon. Ou encore candidat RHDP à Yopougon. Il n'aura pas ça. Ça va être des partis uniquement municipaux qui vont être là, qui vont être totalement indépendants, qui vont faire de la gestion des villes. C'est pas une question de société civile. Ça n'a rien à voir avec la société civile. La société civile existe dans les villes. Même dans les villes, là, la société civile existe pour faire pression sur la ville, pour pouvoir faire plus de logements, pour pouvoir éviter la gentrification et tout ça. C'est un domaine politique, administratif, tout simplement. Vous voyez, municipal, tout simplement. Excuse-moi. Et l'objectif... Vas-y. Pourquoi on comprend bien? Pourquoi on comprend bien ton idée? C'est-à-dire que, faut d'abord nous dire, première chose, quel problème est-ce que tu veux résoudre à travers cela? Que tu es sûr, c'était qu'en mettant cela en place, les mêmes problèmes ne viendront pas. Ça va être un. Secondo, dis-moi, selon toi, est-ce qu'au niveau local, là, le maire n'est pas comme un président? Parce que le maire aussi doit chercher des investisseurs comme le président, investit, fait des routes, tout. Est-ce que ce modèle-là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas l'imposer également sur la présidentielle, s'il est bon? Voilà mes deux questions. Pour qu'on puisse comprendre ta pensée. Mais je ne comprends pas comment l'imposer à la présidentielle. Parce qu'il y a déjà des partis politiques à l'échelle nationale. C'est eux qui vont briguer la présidentielle. Donc, je vais dire, comment ne pas les imposer, je ne comprends pas le lien. Mais ce que je fais, c'est de faire la séparation entre les deux paliers de compétences. C'est-à-dire, tout ce qui va être parti politique de compétences nationales, à la présidentielle, aux législatives. Parce que c'est eux qui vont gérer l'État. Maintenant, les partis au niveau municipal, tu me dis quel genre de problèmes ils vont résoudre. Ça va résoudre justement le problème. On va dire que si tu n'es pas un maire RDP, l'État va pas te financer si tu as des projets, alors que ça n'a rien à voir. C'est sans coloration de parti en haut. C'est-à-dire le lien là, ça n'existe pas. On dit si le maire qui est élu, comme on a entendu des discours tantôt là, tout récemment où les gens disaient si vous ne votez pas, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Non, les maires, on a vu, même lors des municipales, il y a eu plusieurs gens de ce discours-là. On a dit non, si toi tu n'es pas RDP, tu n'es pas PPAC, si on gagne, ça va faire ceci. Non, ça va éliminer ce fait-là automatiquement. Et puis les liens aussi, vu que tout va être encadré, tout est encadré par la loi. Et c'est pas que c'est des choses que j'invente, c'est des choses qui existent déjà. Tout est encadré par la loi. On peut pas, dans la répartition des ressources, des projets et tout, on peut pas, je vais dire, discriminer une commune. La commune se gère selon ses revenus. C'est pas le cas actuellement, Ismo. C'est pas le cas actuellement. Non, actuellement, c'est pas le cas actuellement. Oui, c'est le cas, mais c'est pas le seul problème que j'évoque. Le problème que j'évoque là, c'est justement de cristalliser les débats politiques qu'on connaît qui est déjà assez toxiques dans les communes. Tu vois, le fait qu'on dise cette commune là c'est Yopougon, ça on a connu depuis très longtemps. Telle commune là c'est Abobo, c'est le RHDP, ou bien Boaké, c'est ceci, c'est cela. C'est des choses que, tu vois, au municipal là, il faut faire vraiment la séparation de ça. Tu vois, ça va contribuer d'une certaine façon à apaiser
toutes ces tensions-là. Ça va apaiser parce qu'on va faire de la gestion municipale, purement municipale. Des gens qui vont être à l'échelle municipale, tu as un projet, tu proposes, si le gouvernement veut t'accompagner, il t'accompagne et tout. Tu vois, non? Voilà. Et puis maintenant, les citoyens qui sont à l'intérieur de ces communes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas réagir comme Kaza disait tantôt que les gens vont dire non, les PPAC disent on mange pas goudron. Non, ça n'a rien à voir. À un moment donné, ils vont comprendre qu'ils sont une communauté et que celui qui est à leur tête là, qui est le maire qui est là, il n'a pas de coloration de parti politique. Donc lui, il travaille pour la communauté. S'il travaille pas bien, vous le chassez, vous prenez un autre groupe. Et au sein des municipales à l'intérieur, il va y avoir plusieurs partis. Comme des communes comme le Pougon, il peut y avoir comme 5 partis, 6 partis, et tout. Chacun va venir montrer qu'ils sont capables de gérer, et ainsi de suite. Là, on coupe complètement avec ces partis politiques-là. De sorte que quand il y a des campagnes, même campagnes électorales au présidentiel, ben, les gens vont venir battre leur campagne, et puis les populations vont décider s'ils votent pour eux ou pas. Ils vont pas dire non, cette commune-là vote tel, non. Tu vois, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va aider. Parce que quand je regarde, depuis longtemps, j'observe la scène politique en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, et je vois qu'il y a quand même ce qui contribue aussi, d'une certaine façon, hein, de manière subtile, à cristalliser souvent, à opposer les gens, les uns et les autres. C'est souvent ce genre de situations-là. Vous voyez? Donc, on pourrait voir si on peut pas aussi, ben, je veux dire, ça dérange pas. Mais à la longue, on va finir par en arriver là, tu vois? À la longue. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi là où je suis, c'est comme ça que ça fonctionne. À Montréal, vous avez différents partis politiques municipaux qui n'ont rien à voir avec le Parti libéral du Canada, qui n'ont rien à voir avec le Parti libéral du Québec, qui n'ont rien à voir avec et tout, qui n'ont rien à voir. Leur rôle là, c'est de gérer la ville de Montréal, c'est d'attirer les investisseurs, c'est développer Montréal et point final. Vous voyez, voilà, parce que ça va peut-être éliminer. Je veux dire, beaucoup de problèmes de corruption, de collusion et tout ça. Ça peut aider aussi. Tu vois, si on va dans le fond des débats, ça peut aider aussi. Voilà, c'est ma compréhension. Bon, merci beaucoup Khalil. Moi, je voulais poser une question à Ismo. Hein. Bon, je m'appelle Ismo le démocrate. Je suis reconnu par tout le monde comme militant RHDP. Et dans ma commune, je suis bien connu. Les gens me sollicitent et moi-même je suis ambitieux. Je vais être maire. Bon, pour rentrer dans ton parti municipal là, je fais quoi? Je rends ma carte RHDP ou qu'est-ce que je fais? Première question. Deuxième question. À la fois, sinon je vais me perdre. Ok, vas-y. Ok, tu n'as pas besoin de renoncer. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que, parce qu'on a cette tendance à souvent à dire non, il faut, non. Si tu es militant RHDP, tu es militant RHDP. Tu vois? Mais si, par exemple, tu es, je vais dire, même si tu es ministre, même RHDP, et que tu as décidé de te présenter, tu démissionnes de ton poste de ministre. Tu n'es plus ministre RHDP. Tu deviens un citoyen de la ville de Bassam où tu habites et que tu veux diriger la ville de Bassam. Et tes liens avec ton parti, c'est en tant que citoyen. Si tu veux voter pour ton parti au présidentiel, tu votes pour ton parti. Mais tu ne travailles pas pour ton parti dans la gestion de la ville de Bassam. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Ça n'a aucun lien là. Ça n'a aucun lien. Tu peux pas mélanger ta gestion de la ville de Bassam du point de vue municipal à tes activités politiques, partisanes, personnelles. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Voilà. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Une fois que tu décides de faire le saut au municipal, tu te défais de tout ce qui est comme partisanerie à l'échelle nationale. Point final. Laisse tomber, je pense qu'on va revenir tout à l'heure, on va revenir à cela parce que moi j'ai beaucoup de. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis OK. Ouais. Voilà. D'accord, voilà. Donc, on accélère et puis masquer, attendez d'abord, hein, parce qu'il y a le grand frère qui est monté là. Donc, le grand frère, bonsoir. Vas-y, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Ma gorge me brûle depuis 3 heures du temps. Je suis en bas, j'écoute. Mais j'allais voter avec la famille pour revenir. Je viens d'entrer. Et je ne sais pas s'il faut... Bon, je vais parler un peu par rapport à ce qu'Ismo dit. Et puis, je sais qu'il y a un sujet sur l'article 48. Ou bien, Khalil, tu me laisses juste intervenir sur ça. Et puis après mon tour. Ou bien, je peux parler, je ne sais pas. Non. Pas dans toutes les paroles. Ok, je vais commencer d'abord par celui-là. Et puis après, revenir à l'autre. Ismo, je te comprends très, très bien. Tu sais bien, on se comprend. Je suis très bien placé pour ce que tu dis. Je soutiens ça. Mais il y a un bémol. Puisque, en fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai, je souhaiterais ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire d'une autre façon aussi, sensibiliser la population pour qu'on vote dans les mairies en ne tenant pas compte des partis politiques de façon progressive, avant d'aller vers ça? Moi, pour avoir eu l'expérience dans une municipalité, nous ne sommes pas prêts à arriver là encore. Pourquoi je dis ça? Ici, une municipalité, c'est une entreprise. C'est une grosse organisation avec un directeur général, un directeur d'ingénierie, un directeur de projet génie civil, un directeur de l'eau,
l'eau usée. Tu sais, il y a plusieurs. Il y a l'eau potable et puis il y a la voirie. Ici, les municipalités, tout est autonome. Même la police dépend de la municipalité et non de l'État. Tu vois? Est-ce que nos municipalités sont prêtes? Est-ce que ces municipalités-là ont des fonds propres? Parce que tu sais comment les fonds des municipalités sont générés, c'est vrai. L'État aide, mais la grande partie des fonds viennent des taxes que les citoyens payent, que les entreprises aussi installées dans les zones industrielles, tous ceux qui sont en activité au sein de la municipalité payent des taxes. Tu vois? Si tu as une propriété, tu vas payer des taxes. Donc tout ça, ça génère des fonds. C'est des fonds très importants, mais souvent même qui sont même pas suffisants pour le fonctionnement de la municipalité. Il faut aller vers les banques. Par exemple, si on doit construire une route, comme une fois il y avait un débat chez Daouda où on parlait, normalement, l'État se limite à tout ce qui est autoroute. Les routes dans les quartiers, les rues dans les quartiers, ce sont les municipalités qui gèrent ça. Mais ils n'ont pas les fonds pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les banques, ils vont emprunter de l'argent et ils construisent la route. Ils font la voirie. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que même il y a les égouts, tout ça, parce qu'on a parlé de problèmes d'infrastructure lorsqu'on fait comment on dit ça même, la viabilisation des terrains, on les vend sans infrastructure et tout. Ici, c'est pas comme ça, tu vois. La municipalité est en charge, il y a des différents départements d'ingénierie pour tout ça. Même quand ils n'en ont pas, les municipalités très petites, elles préfèrent confier ça à des firmes d'ingénierie qui s'occupent de faire tout ça pour eux et après ils vont chercher le financement dans la banque. Par exemple, ils vont prendre un prêt dans la banque, ils vont faire toute la voirie. On dit on prend un prêt sur 20 ans. Ça coûte tel montant. On compte, il y a 100 maisons. On sait 20 ans plus intérêt, 26 et 20 millions par exemple. Tu prends une basique 100 millions sur 20 ans. Plus les intérêts, ça fait 120 millions. On répartit ça sur les maisons là. Et c'est les propriétaires qui vont payer pour ça. En plus de la taxe municipale, mais il y aura une taxe supplémentaire qui sera ajoutée pour ces voiries qui ont été faites. J'explique un peu comment la municipalité fonctionne. C'est très bon, c'est des très bonnes méthodes que j'aimerais voir ça chez moi, en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas prêt pour arriver là. Et je comprends, quand il dit, par exemple, je peux faire Vision Trècheville, ou bien on est ailleurs à Trècheville, des mouvements comme ça, c'est très bien. Parce qu'au sein d'un mouvement comme ça, moi, je suis dans une municipalité, j'ai mon ami, il est d'un parti politique différent de la mienne, mais on vit ensemble, nous sommes nombreux, on vit ensemble, on a la même vision parce qu'on est touché par quelque chose qui se passe dans notre municipalité et on veut que ça change. Dans ce sens-là, ça va créer une cohésion. Là, on met les partis politiques de côté, ça va créer une cohésion. On va se battre pour notre municipalité parce qu'on a les mêmes visions malgré nos différents partis politiques. Et on dit, bon les gars, nous on va créer notre mouvement qu'on va appeler par exemple Vision Cocody. Et on se met ensemble. C'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'on est prêt? Une municipalité, c'est une entreprise. Et je ne vois pas, même ici, il y a un ministère des Affaires municipales aussi qui fait des subventions et aussi qui impose des normes aux municipalités concernant l'eau, concernant plusieurs choses, les infrastructures, les égouts, tout ça là. Les ministères leur imposent des normes. Maintenant, je vais venir maintenant, Kaza, je ne sais pas, j'avais une petite question, juste 10 secondes là. Ça fait combien de temps tu vis en France? Depuis quelle année? Kaza, si tu es là, avant que je développe. Ouais, je suis là. Oui. Je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France exactement en 2008. 2008. Ok. Tu dis que tu n'es pas encore citoyen français. Bon, peut-être je me trompe, mais moi, personnellement, ouais, chacun est libre de garder ses secrets. Moi, je ne cache pas. Moi, j'ai une autre citoyenneté. Je l'assume. Je n'ai pas besoin de cacher. Bon, moi, personnellement, à mon niveau, mon intelligence, j'ai été plusieurs fois en France, même. J'ai vu comment les Ivoiriens ou nos frères africains se battaient pour avoir la nationalité française. Pour eux, c'est comme de l'or. Vraiment, je suis surpris que tu ne l'aies pas, malgré que tu es là-bas depuis longtemps. Bon, sur mon point, je ne veux pas faire une discussion. Mais moi, je sais ce que c'est. Moi, c'est pour ça, quand il est dans les débats... Je te réponds, c'est un choix, voilà. J'ai jamais... Oui. Voilà, mes amis me disent, ouais, pourquoi, mais moi, voilà, c'est un choix. Voilà. Okay. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Une carte de résidence, ça me suffit. Ok, oui, merci. C'était juste une petite parenthèse. En tout cas, c'est pas ce que j'ai senti auprès des communautés ivoiriennes de la diaspora, partout un peu. Et maintenant, c'est quoi? C'est pour ça que souvent j'ai défendu la position un peu de Tidiane Thiam, malheureusement, qui est, bon, ça s'est mal fini, tout. Parce que les gens ne savent pas souvent. Parce que moi-même, dans ma propre carrière, aujourd'hui, Dieu a fait que j'ai développé une expertise, que mon rêve est de transférer ça dans mon pays. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne forme pas des ingénieurs ou quoi dans ce domaine-là. Je vais transférer ça et puis vulgariser ça. Mais si j'avais pas opté
pour cette citoyenneté, je pense pas que j'allais pouvoir développer cette expertise-là. Vous voyez? Ça m'a permis de travailler sur des gros projets, même des projets nucléaires. Parce que c'était la condition c'était la condition d'accéder à ces postes-là ou des trucs. Il fallait être forcément citoyen. Et c'est très important. Khalil, je vois que mon temps, d'habitude, je parle pas longtemps, mais mon temps est presque fini. J'aime respecter le temps, mais j'avais beaucoup à dire depuis Non, tous les non, non, 3 heures. vas-y. Non, en Ok. fait, non, j'ai mis ça à titre indicatif, quoi, c'est tout. Vas-y. Ok. Et tu vois, ça m'a permis de monter dans ce domaine-là, de développer une certaine expertise que aujourd'hui même je cherche à mettre en place. Bon, je cherche pas, ça est déjà en fonctionnement, où j'ai quelques jeunes Ivoiriens qui travaillent avec moi, qui ont pris la chance de me faire confiance, on développe des choses. Et ça avance bien, on n'a pas d'argent, on n'est pas connu encore. Mais c'est une expertise que j'ai développée ici. Si j'avais pas cette citoyenneté, je pense pas, même aujourd'hui, le poste que j'occupe. Parce que déjà même, quand il y a un certain niveau, une fois que tu postules pour quelque chose, quand on te fait l'entrevue, on te fait les enquêtes, on te demande automatiquement ton passeport du pays. C'est-à-dire, on s'est dit par défaut pour arriver là, c'est que tu es forcément citoyen du pays. Sinon, tu peux pas. On dit même pas, est-ce que tu as un dos? Non, on demande une copie de ton passeport d'ici. Parce qu'il y a des voyages qui seront impliqués dans la chose, tout. Ils vont sur la base même par défaut que, à partir de ton CV là, c'est que tu es à ce niveau, tu vois. Donc, c'est un choix pour toi. Nous autres, c'est un autre choix aussi. Et je l'assume. La politique m'intéresse pas. Moi, c'est les affaires qui m'intéressent. Vous voyez, je sais c'est pour ça que je défendais un peu la position de Tidjane Thiam. Et moi, je suis d'accord pour que cet article 48 là soit revu. Pas sur le plan politique, mais il faut voir ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire. C'est juste dit que les gars considéraient que quelqu'un, souvent, tu n'as pas le choix. C'est sûr que Tidjane Thiam, s'il n'était pas français, les échelons qu'il a gravis là, ça n'allait pas être simple pour lui. Peut-être il n'allait même pas pouvoir. Je sais de quoi je parle. Vous voyez? Donc c'est très important. Nous qui sommes là, Daouda le disait, on a un cœur attaché au pays. On fait des investissements, on essaie d'y aller, même malgré que nos enfants sont nés ici. Chaque 2 ans, on essaie de les faire partir. Ils sont attachés au pays. Tu vois, ils défendent le pays devant leurs amis, souvent qui disent des choses de l'Afrique qui ont de l'ignorance. Ils essaient de montrer que non, c'est pas ça, c'est comme ci, comme ça, avec fierté. Tu vois. Donc c'est tellement important que ces trucs-là, il est ici, comme aux États-Unis, la double nationalité est autorisée. Maintenant, c'est clair que quand on veut arriver à un certain niveau, il faut bien définir cet article-là. À un certain niveau, ou bien pour certains postes, il faut renoncer. Et si on donne un certain temps à la personne, peut-être que le gars, il vient, mais il veut ouvrir des portes pour son pays par rapport à cette expertise ou ça, mais c'est cette citoyenneté-là aussi qui va lui permettre de faire un pont entre la Côte d'Ivoire et son pays je sais pas, bon, Côte d'Ivoire qui est son pays d'origine et son pays d'adoption, tu vois. Donc, ça fait beaucoup de choses. Il y a des avantages dedans. Pourquoi les Occidentaux, eux, ils permettent la double nationalité? C'est parce qu'ils voient des avantages dedans. Donc, il faut la politique, pour moi, ça nous aveugle un peu trop. Ça fait qu'on reste fermé. On voit tout en politique. Alors qu'il faut sortir de la politique, regarder d'autres aspects de la chose. Est-ce que ça peut nous apporter? C'est comme ça, il faut voir la chose. Donc cet article-là, moi, je suis pour qu'on la modifie, pour ouvrir la porte à beaucoup de personnes qui ont envie, qui ont l'amour pour leur pays et qui font. On est nombreux dans l'État, on est nombreux. Il y a des gens qui cachent, ben, ils ne sont pas prêts à assumer. Moi, j'assume. Je suis quelqu'un, c'est pour ça que je dis la politique, c'est pas mon affaire. Je suis quelqu'un de droit, j'aime être véridique, j'assume et je ne cache pas. Si quelqu'un veut demain, fais ce que tu veux, moi, je m'en fous. C'est-à-dire, il y a des choses, ça m'intéresse, mais il faut qu'on modifie ce truc. Maintenant, concernant les représentants au niveau auprès du Parlement pour la diaspora. C'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Mais il va falloir répartir ça en fonction des zones et de la quantité, bon, le mot est trop fort pour des êtres humains, quantité, bon, du nombre d'Ivoiriens qui se trouvent, par exemple, un pour l'Europe, un pour l'Amérique du Nord, Asie, je sais pas trop s'il y en a, mais il faut le faire aussi en fonction du nombre des ressortissants ivoiriens dans les différentes zones. Parce que nos réalités en Amérique du Nord sont différentes des réalités en Europe. Donc c'est celui qui est en Amérique du Nord qui pourra comprendre nos réalités et qui pourra aussi essayer de les exposer là-bas afin qu'il y ait des solutions. Pareil pour celui de l'Europe. Donc je vais m'arrêter là s'il y a des émotions. En tout cas, merci Khalil. J'ai pris beaucoup de temps. Ça c'est rare, je parle comme ça. Mais là, je m'arrête là. Khalil, je peux finir son temps? Bon, vas-y. Si c'est pas possible, je vais continuer. Hein. Non, vas-y. Ok, je voulais juste rectifier quelque chose. Je pense que Nord-Sud ne m'a pas compris.
Toi, Khalil, j'espère que tu m'as compris. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens ils prennent une autre nationalité. Hein. Non, 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 non. Je suis pas contre ça. Je suis même pour, comment on appelle ça, la modification de l'article 48. La preuve, mon propre neveu que moi j'ai fait venir en France aujourd'hui, qui est doctorant en mine et énergie, c'est moi-même qui l'encourage à prendre la nationalité française parce que, effectivement, mais moi, pour un choix personnel que je ne vais pas évoquer ici, j'ai fait ce choix-là de ne pas demander la nationalité française, voilà. Sinon, je ne critique pas, hein. Moi, je suis content pour tous ceux qui ont demandé une autre nationalité. Ça permet d'ouvrir d'autres portes, évidemment. Voilà, des portes que pour moi, ils étaient pas, voilà, je trouvais pas l'intérêt, en tout cas, mais je vais pas tout expliquer ici. Sinon, non, je ne suis pas contre ça, hein. Je n'ai pas critiqué ceux qui ont ça. J'ai dit que moi, personnellement, je l'ai pas. Voilà, j'ai pas la double nationalité. Pour des choix personnels, je voulais clarifier ça, voilà. Je n'ai pas dit que tu es comme ça, je n'ai pas compris comme ça, non, non. C'est juste que tu as expliqué, je respecte ton choix. Moi, c'est juste que je t'explique aussi pourquoi, dans certains cas, j'ai plus de quotidiens comme moi. Quand tu es dans un certain domaine, quand tu atteins un certain niveau, si tu es ambitieux, tu veux aller de l'avant, tu veux gravir les échelons, tu n'as pas le choix. On t'oblige même pas. Toi-même, tu verras et tu vas anticiper. Tu vois, c'est un peu dans ça. Sinon, je t'ai très bien compris. Je respecte ton choix aussi. Donc, nous qui n'avons pas demandé, nous ne sommes pas ambitieux. J'ai bien dit, ça dépend dans quel domaine tu évolues. Non, si. En fait, non, je veux dire que avant l'intervention de Kaza, pourquoi c'est quand tu dis que moi, en tout cas, je m'assume, je suis c'est comme si lui s'assumerait pas, en fait. Donc, il y a un goût, dans cette lecture, on pourrait la faire, mais je pense que vous êtes compris. Vous êtes bien compris après. C'est pourquoi il a tenu à prendre la parole pour préciser que non, il y a des raisons qu'il ne souhaiterait pas évoquer. Parce que quand tu as insisté doublement sur le fait que tu te promenais un peu en Europe pour voir plus ou moins, n'est-ce pas, toute l'énergie que les gens, n'est-ce pas, mettent en branle pour avoir cette nationalité étrangère-là. Donc, tu es un peu choqué, étonné de voir que lui, jusqu'à présent, il n'a pas ça, en fait. Donc, cette lecture-là pourrait faire penser, effectivement, plus d'un que tu étais en train de douter, en fait, voilà, de mettre en doute, sa posture à lui. Voilà. Mais bon, je pense que vous êtes compris, hein, exactement. Il y a Ismo qui dit qu'il a une motion. Bon, donc ma motion à moi, tout à l'heure, je vais la reporter après. Ismo, vas-y. Oui, non, c'est une motion rapide pour dire que je comprends ce que Norsud a dit, hein, mais en même temps, il faut comprendre que on a des villes comme quand vous prenez les communes d'Abidjan, par exemple, qui font beaucoup d'argent, qui sont capables de s'autogérer. Vous voyez? Donc, et en même temps, qu'est-ce qu'on dit? Nos maires sont devenus un peu comme des sous-préfets. Ils sont là, ils attendent que le gouvernement fasse ceci, le gouvernement fasse cela. Si on veut mettre du dynamisme, vous voyez, dans la gestion de ces municipalités-là, pour que ces gens-là puissent compétitionner entre eux en matière de gestion, en matière dans leur façon d'attirer les investisseurs, de développer leur ville, leur municipalité, ben, il y a une approche qu'on peut commencer par des communes comme, je vais dire, toutes les communes d'Abidjan d'ailleurs, génèrent énormément d'argent. Moi, j'essaie de regarder leur budget à chaque fois, mais ils génèrent énormément d'argent. Boaké, Yamoussoukro. Maintenant, pour les petites communes, c'est des communes qui peuvent être, comme tu l'as dit toujours, hein, il y a toujours un ministère des Affaires municipales. Donc, c'est géré, je vais dire, par des péréquations par rapport à tout ce que l'État génère et que l'État veut développer ces villes-là en attendant que ces villes-là aient suffisamment de moyens pour s'auto-gérer, pour s'auto-financer d'une certaine façon. On peut les accompagner progressivement comme ça. Mais pour moi, pour sortir de ça, là, de cette dynamique-là, on est obligé de commencer, on est obligé d'aller au devant. Voilà, on est obligé de foncer parce que ça va nous aider énormément, tu vois. Parce que moi, je me sens très mal à l'aise que le maire de Yopougon batte campagne pour, par exemple, le RHDP ou le PPACI ou ça, alors que dans sa municipalité, il est le patron de tous les citoyens de cette ville-là. Vous voyez, ça me met très mal à l'aise. Vous voyez, que le maire de, je sais pas moi, Port-Boué décide de battre campagne pour le PPACI, moi, ça me met mal à l'aise. Vous voyez, parce que c'est tout ça, c'est cette rupture-là que je veux. Je veux qu'ils se concentrent maintenant sur la gestion de leur commune, de leur communauté. Voilà pourquoi je dis, c'est possible, parce que on a quand même assez de grandes villes. Et je vais chuter pour dire, les petites municipalités vont toujours continuer à bénéficier de cette forme de péréquation au niveau des ressources, des taxes et tout ça, ou encore des ressources financières de l'État pour leur développement progressivement, et ils vont commencer, quand ils vont se développer, ils vont commencer à récupérer leur autonomie de manière progressive. Mais pour les grandes municipalités, ben, c'est possible. C'est même très possible, tu vois. Voilà. Petite réponse, s'il te plaît. Allez, puisqu'il a fait Ismo, la commission Charbonneau, ça te dit quelque chose? Bien sûr, j'étais là. C'était au niveau des municipalités. Il avait fallu ça parce qu'il y avait beaucoup de corruption, tout ça. Sinon, je suis très d'accord avec toi. Bon, j'ai juste exposé ça pour montrer c'est quoi une municipalité. Parce que les gens, quand on voit une mairie, on la voit comme ça, mais en Amérique du Nord, une mairie, c'est une grosse organisation. Tu vois, donc, c'est de penser à ça. C'est pour ça que j'avais dit l'option d'abord
est-ce que ce ne serait pas plus facile d'abord de sensibiliser la population à voter pour un candidat en pensant aux intérêts de là où il vit, de ce qu'il propose et non aux partis politiques? Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire dans ce sens-là d'abord. Progressivement, on va aller dans le même. J'ai même donné l'exemple, on peut être 3 ou 4, habiter la même municipalité. Nous sommes des amis dans des différents partis politiques, mais on partage la même vision. Si on peut le faire maintenant, on peut le commencer. C'est bon, je souhaiterais vraiment voir ça. Tu vois? Oui, non, je suis d'accord avec toi, hein, mais sauf que je me dis, par rapport au cadre qu'on a, on peut le faire, tu vois. La commission Charbonneau, ça a servi à quoi? Ok, tu as vu, toi-même tu as vu les conséquences. C'est ça aussi le but. C'est-à-dire que quand on fait de la gestion d'une ville, c'est vrai que on va avoir des liens avec des hommes d'affaires, on va avoir tout. Mais en même temps, ça n'exclut pas que au niveau du contrôle et tout, il y a plusieurs maires, par exemple, quand tu prenais le maire Tremblay, il y a eu combien de démissions? Toi-même, je sais pas si tu étais à l'époque là, mais tu as dû voir, il y a eu plusieurs démissions. Le maire de Laval, il y a eu plusieurs des villes qui ont été mises sous tutelle. Mais c'est ça parce que c'est de la gestion. Et quand tu vois la façon dont ces gens-là ont géré ces villes-là, ont développé la ville de Laval, même si après qu'il y a eu de la corruption et tout, mais ils ont développé la ville de Laval, ils ont développé la ville de Montréal, ils ont développé la ville. Donc c'est comme ça pour nous, pour les inciter, pour ne pas que les maires deviennent des sous-préfets à la sorte des partis au pouvoir, mais c'est ça qu'il faut, il faut sortir de là, il faut les sortir de là pour qu'ils deviennent beaucoup plus dynamiques. On a des villes qui ont besoin d'être développées, on a des villes qui ont des bordures lagunaires, qui ont des bordures, je veux dire des fleuves qui peuvent être développés, qui peuvent être mais ils vont s'asseoir comme des sous-préfets, ils attendent, on dit ils vont recevoir le ministre, ils vont recevoir telle personne, ils vont recevoir, non, un maire, c'est pas ça son rôle normalement. Un maire, c'est se concentrer à sa ville et à ses citoyens. Voilà. Vous voyez, c'est tout. Je suis très d'accord avec toi, Ismo, que bon, ça va venir, c'est des bonnes idées, c'est des bonnes propositions. On espère que les gens comme le général Khalil ou quoi, comme Obi ou d'autres personnes plus proches qui sont au pays pourront essayer à travers ça, ou bien même ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre ça et puis essayer de transférer, quoi. C'est des très bonnes idées. Je suis tellement d'accord avec toi, mais seulement que parce que, regarde, par exemple, tu prends, bon, je vais finir avec ça, un Khalil, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Parce que, par exemple, la gestion de l'eau seulement, tu vois, chez nous, par exemple, c'est Sodeci, non, ouais, qui gère l'eau, alors que les villes ici, ils gèrent l'eau. Mais quand on parle de gestion de l'eau, c'est un gros département, parce que l'eau, c'est tellement sensible, c'est une première nécessité que, quand je regarde tout ce qui est mis comme argent dans les technologies pour gérer l'eau ici, même l'eau usée, ça se gère. Je sais pas comment te dire. L'eau usée est gérée, ça se stocke. Après, on transfère ça, tout ça pour faire passer dans des usines. Il y a beaucoup à faire, mais c'est déjà bon si on peut commencer par là. Ce serait bon. Mais l'eau, déjà là, moi je dis, c'est un gros problème. Ça me ronge. Quand je regarde, tu t'imagines un pays comme ici qui a un tiers de la réserve d'eau douce mondiale, mais l'eau usée est traitée et récupérée à 80%. Et réutilisé dans les circuits d'eau potable. Vous comprenez? Donc, ça, c'est les villes qui gèrent. C'est même pas le gouvernement ni l'État. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est bien. Khalil, je vais m'arrêter là. Et puis, oui, 30 secondes. Tu vas voir que je donne la parole à Khalil là. Tu vois que ce que tu dis là, c'est important, mais est-ce que ça peut faire par gestion de compétences? Par exemple, quand tu parles de l'eau, qui sont des zones assez critiques là, ben ça peut être une compétence étatique en attendant que, tu vois, comme tu as parlé de la police à un moment donné, quand tu prends les polices municipales et tout, ça peut être une compétence étatique parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens au niveau de ceci et de cela. Il y a certains éléments au niveau de la gestion, au niveau du développement de l'immobilier et vraiment des infrastructures, plein de choses quoi, qui peuvent être, on peut partager les domaines de compétences, tout simplement étatiques. Et puis, mais ma problématique, c'est au niveau des partis politiques. Il faut faire la différence entre l'État et les partis politiques. Voilà, c'est ça. C'est Khalil est là, même. Khalil. Non, je suis là. En fait, non, j'arrivais tout le temps là parce qu'en fait, depuis pratiquement bientôt une heure, j'étais là sans rien dire. Donc, j'avais fait l'effet de descendre comme beaucoup, je serais plus à l'aise. Donc, je ne sais pas si quelqu'un prend la parole bien LSK. Allez-y, quoi, allez-y. Non, mais il faut les faire monter, ils vont participer aussi. Hein. Bon, moi, j'attends mon temps de parole, voilà, pour dire certaines choses. Vas-y. Bon, on va revenir encore sur la même chose, hein, la proposition de Ismo. Avant ça, je vais parler déjà de l'article, cette histoire de l'article 48. Moi, en fait, je suis d'accord pour la modification de cet article-là. Mais en même temps aussi, je suis d'accord avec Khalil, que quelqu'un ne peut pas avoir une double nationalité puis aller gérer un pays. Ça, franchement, la Côte d'Ivoire ne va pas innover dans ça, quoi.
Pourtant, je suis d'accord que quelqu'un qui a une double nationalité, enfin, il se défait de l'autre nationalité, celle qui n'est pas ivoirienne, avant de chercher à briguer le poste de, comment on appelle ça, de la présidence de la République. Ça, c'est normal. Mais dire que on perd systématiquement sa nationalité parce qu'on a demandé une autre nationalité, moi, franchement, si ce n'est pas cette histoire de présidentielle avec le Tcham là, je ne le savais pas. Bon, peut-être que les gens vont faire des panels pour dire non, je connais rien sur les lois. Je savais pas, je connaissais pas l'existence de cette loi. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout l'existence de cette loi. Et je sais que j'ai plein d'amis comme ça. Je sais qu'à l'époque, j'avais un ami qui était conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui me disait que il disait, dans une discussion avec quelqu'un, mettez-moi de raconter cette petite histoire. Hein. Il expliquait à la personne que si tu arrives à l'aéroport de Côte d'Ivoire avec ton passeport ivoirien, que tu as un autre passeport français, le policier en Côte d'Ivoire, il pouvait te créer des problèmes. Mais on a pris ça pour une boutade, on en rigolait. On n'a même pas cherché à penser à cette histoire d'aller vérifier le code de nationalité. Donc moi, je crois qu'il faut revoir vraiment l'article 48. Voilà. Soit on ne perd pas, et donc je reviens encore, je l'ai dit tout à l'heure, sur la proposition de Khalil que je trouve sage, c'est-à-dire tu prends une autre nationalité, mais tu prends quand même le soin, soit une charte, ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont mettre ça dans la loi, pour prévenir qu'effectivement tu as pris une autre nationalité, mais ça va être du déclaratif, tu souhaites garder quand même la nationalité ivoirienne jusqu'à ce que un jour tu décides de briguer la magistrature suprême, là tu seras obligé de faire de l'autre nationalité. Maintenant, mon frère Ismo, ça va être compliqué, vraiment, ça va être compliqué ce que tu proposes là en Afrique. J'ai pas dit que c'est pas faisable, hein, mais ça va être compliqué compte tenu de la manière dont nous faisons la politique et notre attachement aux hommes. Toi-même, tu le dis tout le temps ici, que les partis politiques ne doivent pas être comment on appelle ça, la propriété d'un seul individu. Et que quand il y en a un qui est écarté, il faut qu'on fasse l'effort de trouver quelqu'un. Il faut qu'on puisse trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais toi et moi, nous constatons que c'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est dans une, comment on appelle ça, dans une commune, lui, il est attaché à quelqu'un qui est au RHDP, il va forcément vouloir voter pour cette personne. Maintenant, si vous faites votre parti communal et que à la tête de ce parti communal-là, c'est un gars identifié en tant que tel, comme PPACI, qui est à la tête de ça, à moins que ça soit une seule liste, c'est-à-dire, il n'y a pas d'élection, c'est-à-dire, le parti communal est créé, et puis il y a un seul groupe qui va se présenter. Parce que le gars qui va identifier un gars comme PPA, c'est lui qui est mordicus, lui qui est derrière les gars qui est RHDP dans l'âme, il va jamais voter pour l'autre. Jamais. Il ne va jamais voter pour l'autre. On le dit souvent, même sur les panels, on dit non, les gens ne lisent pas les programmes. Non, les gens sont plus attachés aux hommes qu'aux idées en Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'est dommage, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je me suis un peu étonné. Enfin, je suis un peu dubitatif sur la faisabilité de ce que tu proposes. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, je suis en train de partir comme ça pour vous donner ma position au bureau de vote pour aller voir comment ça se passe là-bas. J'ai déjà voté. Attends, j'ai fini. J'ai déjà voté ce matin, mais là, je retourne faire un tour là-bas, comme je l'ai dit à Daouda ce matin. Moi, j'ai la chance, c'est à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, je vais faire un petit tour là-bas, et puis après, bon, je vous dirai comment ça se passe. Merci. Vas-y. Tu as dit une chose, les gens sont plus attachés aux idées qu'aux hommes. Est-ce que c'est pas le contraire que tu voulais dire? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est le contraire que je voulais dire, effectivement. Merci. Est-ce que l'ESCA est là? Bon. Oui, J'ai mon pas général. une question à poser d'abord. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. Vas-y. Tu es un peu pris actuellement. Donc, ok, vas-y alors, vas-y. Bon, je vais pas durer. En fait, c'est un peu comme ce que je l'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole là. J'ai compris ton opinion, comme je t'ai dit, et j'ai pas, bien vrai que bon, cas avec eux, on coupe la poire en deux, mais pour moi, comme je l'ai dit, je trouve que pour la fonction du président, pour moi, je me dis pour quelqu'un qui veut être président, qu'il a déjà une nationalité d'un autre pays, je préfère que il s'en débarrasse tôt, et puis pour être mieux imprégné, parce que Kaja a dit tout à l'heure, et si la personne doit perdre son boulot. Et dans tout ça, il y a des risques, hein.
quand tu décides d'aller gouverner un peuple, mais tu es obligé de faire ce sacrifice-là, même si tu dois tout abandonner pour aller rester là-bas, parce qu'il faut être avec le peuple pour pouvoir décider de le gouverner. Mais tu n'as pas à attendre à 1 an pour dire que je vais renoncer à 1 an et puis c'est maintenant tu vas aller encore. Non, pour ça seulement, je ne suis pas d'accord. Je préfère que la personne se débarrasse très tôt. 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est d'accord, au moins, il a le temps pour montrer aussi que vraiment, il tient à ce peuple-là aussi. Ça, ce côté-là, comme je l'ai dit ce matin, cette loi article 48, c'est une loi qui est restée dormante pendant des décennies. Personne n'a jamais su, personne n'était au courant. Bien vrai que c'est sorti en 2011, mais bien vrai qu'en 2011, que c'était sorti là. Mais c'est pas, les gens sont passés là-dessus parce que c'était députation. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Seulement les candidats ceux qui ont posé plainte depuis la personne à qui ils ont retiré sa victoire. Mais il a fallu que cette histoire de Thiam-là arrive pour que ça arrive à l'échelle nationale, même mondiale, pour que tout le monde sache que cette loi existe depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, moi je mets la faute sur nos députés, parce que depuis des décennies, ils ont été élus, ils sont tous allés s'asseoir là-bas, juste penser à leur poche. Parce que si on veut faire les statistiques là, tous les députés qui sont en Côte d'Ivoire, dans leur famille là, ils ont toujours un membre qui est à la diaspora, qui a changé de nationalité. Donc, c'est les députés qui ne faisaient pas leur rôle, qui ne jouaient pas leur rôle, parce qu'ils avaient la possibilité d'informer leurs parents, ou ils avaient la possibilité de proposer des lois pour qu'au moins ça puisse alléger. Parce que n'oubliez pas que, comme Norsu l'a dit, c'est pas tout le monde qui veut être politique. Et je l'ai dit ce matin, beaucoup ont arrivé ici, vu l'environnement, il y a eu beaucoup de personnes, il fallait faire des trucs pour pouvoir s'intégrer, avoir un boulot, pour pouvoir aller. Mais la plupart de ces personnes aussi-là, ils investissent au pays. Ils apportent quelque chose au PIB du pays aussi. Donc pour moi, c'est normal que les députés, même si les députés, c'est des gens peu de loi, mais pour moi, si vraiment le président est élu, j'espère que les journalistes pourront faire quelque chose pour que même si le président puisse prendre une proposition de loi pour proposer à l'Assemblée nationale, pour faire de telle sorte que non, vu que depuis 72 jusqu'en 90, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas dehors. Mais aujourd'hui, l'environnement a changé, l'évolution de la situation fait qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont à la diaspora. Mais il faut qu'on fasse une proposition de loi pour dire, bon, pour tous ceux qui sont partis là, qui ont vu pour pouvoir changer leur situation, ils ont pris cette nationalité-là, on leur permet d'avoir ça parce que, de toute façon, ils font la navette, ils investissent. Mais pour celui qui veut être président, qu'on mette au moins une limite, au moins pour que ça soit respecté. Moi, c'est sur ce côté-là que je tiens parce que ça va pénaliser la preuve là. Si on veut faire les statistiques aujourd'hui, tous ceux qui sont partis voter, il y a au moins 80%, chacun a son tour de sa poche. Mais est-ce que, si on essaie de pénaliser, est-ce que ça va pas jouer sur l'électorat, sur l'élection? Il y a ça aussi. Donc, au moins, il faut que les gens pensent vraiment à l'environnement et puis l'évolution du monde aujourd'hui. Ça, c'est ce que, bon, Kaza a dit tout à l'heure, au Gabon, côté députation, il y a le Gabon instauré. Je sais que, comme je l'ai dit, au Sénégal, ils ont un député de la diaspora. Donc, ça aussi, ça peut être des propositions que les gens peuvent essayer de jouer là-dessus. Moi, c'est les 2 points, c'est sûr, ça, j'essaie d'intervenir, quoi, parce qu'au moins, c'est comme c'est d'alliance. Malheureusement, nos députés, beaucoup de personnes, depuis ces années, n'ont pas joué leur rôle qu'il fallait. C'est tout. Khalil, c'est ce que j'avais à dire. Rapidement, merci beaucoup. Moi, je vais vous poser des questions au débat pour que vous puissiez réfléchir là-dessus, quoi, en fait. J'avais tout à l'heure envie de poser à la fois à Kaza et à Esno, mais je pense que chacun doit aborder ces questions-là. Donc, je pense que, voilà. Parce que tout à l'heure, quand j'écoutais, d'abord, ce que je dis à Kaza, je lui dis que, quand tout à l'heure, l'article 87 de la position dit que, ton micro est ouvert, LSK. Voilà, que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, et tout. C'est-à-dire que, il dit que lui, c'est vrai que c'est là, mais lui n'a pas voté les sénateurs, effectivement, parce qu'ils sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que nous, les citoyens, n'est-ce pas, ne votons pas pour eux. C'est-à-dire que c'est les conseillers régionaux, les conseillers municipaux et autres là qui votent pour eux. Les maires là, autres là, voilà. Et donc, ceux-là votent pour ces personnes-là, puis ils sont là. Dans le cadre, n'est-ce pas, justement, des municipales et des législatives là-bas, il n'y a pas ça, n'est-ce pas, de la diaspora. C'est tellement que le président, n'est-ce pas, avec la constitution, n'est-ce pas, le nombre de personnes là, sénateurs là, justement, dans l'un tiers là, justement, pour que cela puisse, n'est-ce pas, pouvoir opiner, donc donner des avis, n'est-ce pas, sur les textes ivoiriens là, toujours au regard, n'est-ce pas, des intérêts de la diaspora ivoirienne, par exemple. Et donc, c'est normal qu'on ne vote pas pour ces sénateurs, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont élus au suffrage universel indirect. En réalité, c'est pareil pour le maire. C'est là que je voulais en venir avec Ismo. Le maire, là, on ne vote pas un maire. Non. Le maire, là, il est élu par le collège municipal. OK? Et donc, normalement, ça veut dire que lorsque, par exemple, à Bougon, après le Bougon, on va là, après la proportionnelle, effectivement, des résultats, là, on va établir ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un collège municipal à Bougon.
c'est ce collège municipal-là qui va élire le maire du Togo. Il y a une nuance. Non, en réalité, le maire n'est pas élu au suffrage universel direct. Pourquoi je dis ça? C'est pour répondre à la question du ISMO, en fait. Pour te poser sur la proposition. Moi, je pense que ça part peut-être d'une bonne idée. J'ai fait d'abord espoir de savoir pourquoi est-ce qu'il présente cette solution-là. Parce que pour moi, et chaque fois je le dis, une bonne solution, c'est celle-là qui résout un problème. Donc, j'ai demandé, mais quel problème est-ce qu'il veut résoudre? Il dit que lui, il a mal, n'est-ce pas, du fait de voir, d'entendre, qu'on dit, pour le temps, le bastion un temps. Ça m'a fait un peu sourire parce que je me dis, mais dans les pays là où vous êtes là, est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, en France, partout, au Canada, il n'y a pas des régions ou des municipalités qui sont le plus proches, n'est-ce pas, de la gauche ou de la droite? Question qu'il me pose. Donc, si partout ailleurs, dans le monde entier, ça arrive là-bas, pourquoi est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire là serait un crime, n'est-ce pas, franchement, n'est-ce pas, pour lequel il faudrait trouver un remède? Donc, cette partie, je n'ai pas bien compris. Surtout que ce n'est pas une donnée irréversible. Ayobou Konki, ça c'est un espoir de bâton de l'homme Babo, mais oui, il avait vu, hein. Après d'abord Kafana, n'est-ce pas, qui a gagné, et derrière les EDS, Ayobou. Après Kafana, ayant perdu la députation, on a envoyé Bitogo en renfort. Bitogo a gagné, le fils de Laurent Gbagbo même, et l'autre, Ayobou. Il y a eu le cas avec de l'oralité, hein, bien sûr, historiquement proche du PDC-RDA, que le RGP a récupéré. Voilà. Des comme on appelle ça, merde. Même Yam Sokolo, à la députation. Oh, c'est que tu vois, donc, chacun va mettre en place des alliances, effectivement, pour voir. Donc, ça, tout ça participe très souvent de la bataille politique. C'est ça, c'est ça que la politique, c'est ça que la politique, en fait. C'est pourquoi est-ce que je dis que le débat là, pour ne pas que ça parte dans tous les sens, il faudrait d'abord plus ou moins circonscrit d'abord les mots que nous voulons résolver. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Donc si ensemble nous avons la même lecture de ce qu'on doit résoudre comme maladie, comme difficulté, peut-être qu'on pourra plus ou moins entrevoir les mêmes solutions, pourquoi pas? Ou du moins si nous accorder là-dessus. Maintenant, pour terminer, je ne sais pas, bon, il y a le cas aussi à Bobo, hein. Le RGP, le RDA a voulu perdre la Bobo, il a eu peur parce que l'ancien maire qui était là, il m'excuse, il s'appelle comment le maire là, il s'appelle Tungana. Les gens ont estimé qu'ils en avaient marre. Même s'il était le RDS, il avait très proche collaborateur d'Assane Ouattara. Il avait beau dire que c'est lui qui m'a envoyé, mais les gens ont voulu m'outil, comme on dit, à Bobo. Et donc, ils ont dû appeler Darda en bac pour venir sécuriser et remporter la victoire. Et même là encore, il n'a pas tellement écrasé Tofu. Voilà. Non, Defou, même Tofu, je ne sais pas comment il s'appelle. Defou, non? Il s'appelait comment? Voilà. Donc, franchement, c'est vrai qu'il a gagné, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi avec un grand écart comme on le pensait, franchement. Pour dire qu'il n'y a pas de passion imprégnable en politique. Comme on dit, comme le dirait un autre, il y a plutôt des passions mal attaquées. Il n'y a pas de passion imprégnable, il y a des passions mal attaquées. Ils reviennent donc, n'est-ce pas, au parti politique là, de devenir en stratégie. Par exemple, pour terminer sur le cas de Koumassi. Koumassi votait historiquement toujours PDCI. Ah oui, à part la période de la fondation, on sait bien qu'il y a eu une alliance par moment aussi à Briand Sud, n'est-ce pas, entre le PDCI et puis le PDCI et le FPI à l'époque, lors des municipales, lors des conseils régionaux et districts, surtout après la bibliothèque, n'est-ce pas, municipale. Et donc, il a fallu en stratégie pour conquérir avec Bakongo, surtout là-bas, le cœur de Koumassi. Au fur et à mesure, donc tout est question de stratégie en fait, de timing, pardon. On travaille pour inverser la tendance. Donc plus vous travaillez très mal, vous aurez forcément des échecs, forcément, il faut être résilient sur cette question-là. En tout cas, je vais vraiment insister là-dessus. Excusez-moi, il y a du bruit dessus là. Excusez-moi. Allô, excusez-moi, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Khalid, on t'entend. Donc, pour terminer, je disais que je voulais quand même plus ou moins mettre ça n'est-ce pas, dans le débat, pour qu'on y réfléchisse, pour dire que qu'est-ce qu'on veut vraiment résoudre? Est-ce que le fait de dire que telle commune, telle bastion, tel parti politique la gêne, en quoi ça gêne? En quoi est-ce que cela gêne? Parce que si M. LSK travaille très bien dans cette commune-là, il est clair que la commune-là peut justement lui être redevable parce qu'il a pris des actions. Voilà. Donc, tant que je vous suis parce que, non pas parce que vous êtes malinqué à Caen ou c'est nous faut, je vais même dire ouais encore, c'est bon. Mais tant que c'est basé, n'est-ce pas, sur le suffrage libre, effectivement, des populations, sur la base, n'est-ce pas, des acquis,
Je pense que c'est pas mauvais en soi. Ça ne tue pas la démocratie en elle-même, par exemple. Voilà ce que je voulais dire, quoi, parce que j'ai pas bien compris pourquoi ce qu'il faut proposer sa solution à lui. Parce que si on veut vraiment être jusqu'au boutiste, dans ce cas, mettons la même loi aussi au niveau du palais présidentiel. Pour dire que le président aussi, là, quand il est élu, il doit pouvoir travailler pour tout le monde. Par conséquent, on dirait que les partis politiques, n'est-ce pas, ne peuvent pas désigner le candidat dans nos élections. Voilà. Ne pas qu'on dise que c'est le pouvoir du RHDP, c'est le pouvoir du PDCI, c'est le pouvoir du PPACI, par exemple. Pourquoi pas? Vous voyez, non? Donc la réflexion, là, je pense qu'il faut la poursuivre encore. Sinon, pourquoi pas la repréciser encore? Voilà ce que je voulais dire, quoi, sur cette question. Ismo est là. Khalid André, tu as parlé, mais Ismo. Vas-y. Non, moi j'ai déjà dit tout ce que je devais dire. Non, l'idée d'Ismo, elle est très bonne, mais c'est vrai, je comprends aussi ton inquiétude, Khalid. Mais comme moi j'ai dit, c'est petit à petit, hein. Même ceux qui sont ici aujourd'hui, ils sont passés par quelque part. C'est pour ça, moi j'ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par la sensibilisation d'abord de la population, à les faire comprendre? Parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai dit depuis très longtemps. J'ai toujours dit aux gens, mais un maire, pour un député, oui, on vote pour son parti, mais pour un maire, il y en a qui ne comprenaient pas, ils trouvaient que non, même le maire, il faut voter pour le parti, tout. J'ai dit non, il faut voir la vision du gars, qu'est-ce qu'il va faire pour la municipalité, comment il va développer les choses. Parce que moi, je trouve d'abord qu'il y a une sensibilisation même à faire à ce niveau-là, avant d'aller de l'avant, pour ce qu'il a dit. Sinon, c'est très bon, comme moi j'ai dit, comme il a dit aussi, mais ça va créer une cohésion. Comme je te dis, vous pouvez être différents partis, mais vous cohabitez ensemble, vous êtes des voisins, tout. Et vous voyez, il y a des choses qui se passent dans votre commune que vous n'aimez pas, ou vous avez des solutions pour faire améliorer ou bien pour faire changer ça, mais vous pouvez vous retrouver dans un groupement avec une vision commune pour aller au municipal et faire changer et puis présenter votre projet aux habitants de la ville. Et puis... Excuse-moi, Nansud. Je pense que, en fait, non, ce que tu demandes là, c'est déjà le cas, en fait. Actuellement, Michel Babou, par exemple, là, il est à la mairie de Yopougon. Michel Babou est déjà dans la mairie de Yopougon, dans le conseil municipal, il est dedans. Diafou, il est dedans aussi, à Bitoro. C'est-à-dire que c'est... En fait, comment expliquer ça? En fait, en Côte d'Ivoire, là, non, c'est pas la même on ne vote pas le chose. maire. Il n'est pas élu. Non. Par rapport au score de chacun, on prend ça pour constituer le collège municipal qui vote. Oui, mais ce que tu es en train de dire là, c'est pas parce que eux, ils ont eu des postes de conseillers sûrement parce qu'ils ont eu des voix, ils étaient opposés, chacun était présenté aux élections sous l'effigie de son parti politique, si je ne me trompe pas. Alors que ce que... Mais dans quel pays au monde entier, excuse-moi, vraiment grand frère, dans quel pays au monde entier, on peut interdire un parti politique qui est légalement constitué là, de prendre un candidat, n'est-ce pas, à une élection locale ou bien dans quel parti? Il ne faut pas ce pays-là. Comment on peut interdire un parti politique légalement constitué de proposer des candidats dans une élection? Non, généralement, je vais te dire, Ismo ce qu'il dit là, généralement les candidats des partis politiques, c'est aux législatives. Pour la municipale, ça sort de n'importe où. Si tu as une idée, si tu sais que tu es bien aimé dans ta communauté, oui. Mais législative, je suis d'accord. Mais municipal, là, on voit des gens même qui sortent de rien du tout, là, des jeunes. Mais les maires je sais pas, excuse-moi, les maires de Bordeaux, les maires de New York, là, les maires de New York, d'autres, là, ils ne sont pas seulement démocrates, républicains, ils ne sont pas ça? Non, c'est sa vision, c'est son groupe, il vient avec. S'il se présente pas... C'est pas ma question. Non, est-ce que les maires de New York, là, non, beaucoup. J'ai pas dit beaucoup sont pas. Est-ce qu'ils sont pas démocrates et bien maires? Oui, un démocrate, il a le choix de choisir à être maire, mais c'est pas sous l'effigie du Parti démocrate. Donc c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit du tout. C'est voilà. pour ça que je parle de sensibilisation. En réalité, ce que toi tu demandes, c'est qu'on puisse voter, les citoyens puissent voter quoi, sans tenir compte forcément des partis politiques. Dans ce cas-là, ok. Mais imposer pour dire que interdit aux partis politiques de prendre un candidat. Bon, moi je comprends pas. Tout à l'heure, si on dit non, aux gens ne vont pas. Non, c'est pas interdit. Moi je vois pas ça en interdiction. Moi je vois juste que on impose. Non, je pense pas que c'est interdiction, je m'avais dit. C'est imposer des normes ou bien des standards. J'exagère quand je vais dans ce domaine en disant ces mots, d'imposer des standards. Si demain, toi, Big Togo, tu es candidat à Yopougon, présente-toi avec ton groupe, sans parler du RHDP, sans parler du président de la République, présente ton programme, attends que Big Togo, un Yopougon plus fort, un groupe comme ça, je sais pas. Mais attends, excuse-moi. Qui va lui imposer cela? C'est pour lui un choix ou une obligation? C'est un choix ou c'est une obligation pour qu'il fasse ça? Je t'explique maintenant. C'est ça que je t'ai dit.
tu vas me reposer encore ta question. Je t'ai dit, présente ton programme, présente ta vision, tout, sans coller ça à l'effigie du RHDP et du président de la République. Pourquoi En fait, mais pourquoi c'est ça la question? Pourquoi en fait, non. Pourquoi tu penses que Thémo Kassalé, n'est-ce pas, là, ne peut pas être maire de Tchassalé sans forcément appartenir à un parti politique? Ça dépend de ta personnalité. Tu peux être sans parti politique, aller à Cocody pour gagner. Aïe, Mais à Cocody. tu poses le pourquoi, c'est ça, c'est les avantages de ça. Mais ce sont les avantages de ça qu'on présente, qu'Ismo a présenté, que j'en ai aussi en Non, c'est pas ça un avantage. Non, c'est pas ça un avantage. L'avantage, c'est que lui qui est élu, là, il faut qu'il travaille, c'est tout. Parce que même s'il va à l'indépendant, qu'est-ce qu'il garantit qu'il va travailler? La question, c'est pas, encore une fois, la réflexion est très belle. Je veux comprendre, la réflexion est très belle. Si tu n'es pas intellectuel, je suis d'accord avec vous, c'est très belle, les propositions aussi là. Mais je veux comprendre d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a l'obligation pour Bitoko, par exemple, n'est-ce pas, d'aller à Yopougon avec ça, l'habit, n'est-ce pas, du parti politique? Qui lui impose ça? C'est un choix délibéré? Non, s'il fait un choix délibéré, il va imposer. Khalil. Moi, je dis Yopougon là. Soyons terminer. d'accord d'une chose. Oui, vas-y. Parce qu'il faut dire une chose. Un maire dans une commune qui est proche du parti au pouvoir a plus d'avantages qu'un maire d'une opposition. Ça, il faut être d'accord avec ça. On sait pour éviter ça, en fait, c'est l'avantage. Non, attends. Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, encore une fois, je dis tout dépend du problème que tu veux résoudre. Tout dépend du problème que tu veux résoudre. Tu ne peux pas avoir la diarrhée et puis prendre un médicament des pieds. Non, ça ne va pas marcher. Tu as pas de vendre des diarrhées et puis tu prends une bombe sur tes pieds. Tu ne vas pas guérir. C'est un médicament, oui, mais tu ne vas pas guérir. D'où ma question initiale. J'ai dit, quel souci est-ce que vous voulez régler? Maintenant, tu dis que pour toi, c'est parce que tu veux empêcher un parti politique qui est élu au plan national là, de pouvoir privilégier, n'est-ce pas, par rapport à son programme là, telle localité à telle localité. Mais ça, partout dans le monde, c'est impossible. Par contre, est-ce que oui ou non, il y a des lois en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui garantissent, n'est-ce pas, partout en Côte d'Ivoire, qui dit qu'une mairie a droit à telle chose? Oui. Est-ce que c'est pas respecté? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, le débat naît. Donc d'abord la preuve vous dit qu'une mairie a droit à tel montant, et ce montant-là... Allô? Attends, pour qu'il y ait un débat, voilà, pour qu'il y ait vraiment débat sur cette question-là, je souhaiterais que on apporte d'abord la preuve, vous dit qu'il y a une mairie, par exemple, n'est-ce pas, qui doit avoir X montant, et que ce montant n'a pas été obtenu parce qu'ils sont de l'opposition, par exemple. Là, le débat n'est. Là, il y a besoin de corriger cela. Maintenant, s'il n'y a pas ça, dans ce cas-là, le débat est vain. Maintenant, est-ce qu'on est un pays, on peut obliger, n'est-ce pas, ou bien on peut empêcher un parti politique qui vient au pouvoir, n'est-ce pas, d'investir, n'est-ce pas, le pont par Jacques Villemin à Cocody? Ça dépend des besoins de tout. Ok. Moi, je ne sais pas pourquoi ce débat-là. Vas-y. Non, tout à l'heure, j'ai expliqué beaucoup de choses, l'avantage à ça, mais j'ai dit à Ismo, j'ai bien dit, j'ai expliqué beaucoup de détails en disant qu'on n'est pas encore prêt. Sinon, il y a un gros avantage à ça. Ça crée l'autonomie des municipalités. Et qu'est-ce que ça fait? Plus il y a la cohésion, même si les gens sont maires, c'est leur commune, ça les intéresse. Les municipalités se développent comme une entreprise avec tout ce qu'il y a. Et par exemple, quand on parle de problème, je suis pas d'accord avec toi, rapidement. Cas pratique. En quoi c'est la mairie de Tchassalé là est plus indépendante que, ou bien plus autonome, n'est-ce pas, pour plus autonome que la mairie de Cocody? À quoi? À quoi c'est la mairie de Tchassalé, ou c'est Thémo Kassalé qui a été élu là-bas, est plus autonome que la mairie de Cocody, par exemple? À quoi? Cas concret. Bon, moi, je ne vais pas pousser la discussion, mais... Ah ouais, tu vois, encore une fois, on donne un remède par rapport à un problème qui existe, qui est identifié, qu'on veut résoudre. Mais à quoi est-ce que quelqu'un a la garantie pour dire que si on fait ça, ça veut dire qu'on sera autonome? Non, le problème, c'est d'abord la loi d'abord. La loi là, est-elle respectée, oui ou non? Si elle n'est pas respectée d'abord, donnez-nous un cas concret dans ce qu'on dit que la loi est imparfaite, faut l'améliorer ou bien, il faut faire telle chose. Mais sinon, c'est pas fait actuellement, c'est bien, hein, c'est bien pour l'aspect intellectuel, on discute de philosophie politique. Je pense qu'il faut ça, c'est bien. Mais je pense que jusqu'au soir là, on va accoucher, n'est-ce pas, d'une chose dont on est sûr que ça va empêcher, n'est-ce pas, les travaux qu'on veut régler. Encore une fois, parce que je ne vois pas, je ne vois pas. Pour moi, si la preuve vous dit que des municipalités n'ont pas de fonds parce que, n'est-ce pas, sont privées de fonds parce qu'elles sont de l'opposition ou indépendantes, dans ce cas-là, le débat a un sens d'abord. Il doit prendre tout son sens. Canif avait un témoignage à faire. Voilà. Ok. Toi, pour terminer.